Bonjour à tous. Voilà, donc normalement j'ai lancé la diffusion. Donc merci de me dire si vous m'entendez bien. Normalement j'ai déjà partagé le PowerPoint. Et comme je suis en train de parler, vous devriez m'entendre. Voilà. Et donc je compte sur les habitués pour qu'ils m'écrivent dans le chat si tout est en marche de votre côté. En tout cas, je vois que vous êtes en train de vous connecter tour à tour. Et voilà, super. Marilyn m'a écrit tout est bon. Et donc pour les autres, c'est pareil, je vous propose toujours, et voilà, Gilles aussi, je vous propose toujours de, comment dire, me faire des petits mots parce que ça vous permet aussi de tester là où vous me poserez des questions. Et donc moi, ça me permet aussi d'affiner. Voilà, super. Et ben voilà, maintenant je vois que j'ai aussi Marie, Alexandra, Katharina, Christine, Véronique. Voilà, c'est très bien. Il y a plein de gens qui m'ont déjà écrit, donc ils sauront me poser des questions. Bonjour à tous. Voilà, bonjour Ania. Cornelia. C'est bien, on a toutes eu une panoplie de prénoms différents. Joël. Voilà, et on va dire que vous êtes tous plutôt très ponctuels, c'est parfait. Parce que qui dit nous commençons à l'heure, nous finirons à l'heure. Hein, donc le thème est quand même complexe, donc c'est pour ça que j'ai voulu prévoir un créneau de 2 heures. Comme dit, j'espère avoir fini la présentation aux alentours d'1 heure et demie à peu près, et puis qu'on a un peu un temps de questions-réponses. Mais comme toujours, je n'ai pas encore animé le support, donc j'espère finir de présenter en 1 heure et demie. Voilà, bonjour Philippe, bonjour Atiaté, bonjour Gani. Voilà, alors on attend un peu plus de 100 personnes, donc j'attends que les gens se connectent. Bonjour Victoria, Sandra. Après Sandra, on a Sandrine et on a aussi Sophia. Beaucoup de filles, hein, beaucoup de filles. On a quand même quelques garçons, mais quand même, on a beaucoup de filles. Hein. Voilà, je vous propose encore d'attendre peut-être 1 ou 2 minutes et puis ensuite on commencera. De toute façon, j'ai l'habitude. Hop, quand on commence, les derniers se connectent. Bonjour Véronique, eh ben, c'est bien que tu te sois connectée. Et donc, parce que j'ai aussi proposé à des experts du domaine de participer, c'est aussi pour qu'on puisse partager des cas pratiques. Donc, moi, pour bien me mettre en forme, j'ai pu compter sur 2 de mes collaboratrices pour me soumettre encore des petits cas pratiques là, ce matin. Et vous allez voir que ce n'est pas une mince affaire là, de regarder les histoires de dates. Donc, c'est mieux de faire ça à la fraîche que tard le soir. Écoutez, je vois que le compteur des participants reste stable. Alors, du coup, je vous propose de commencer 10h04, hein, c'est super. Donc, voilà. Alors, donc, moi, je suis sur les nouvelles règles depuis le mois de mars à la faveur d'un solde de tout compte sur lequel j'avais eu la chance de pouvoir échanger avec une avocate. Et donc, en tout cas, une chose est claire, on a bien fait d'attendre. Hein, vraiment, la nouvelle législation est beaucoup plus favorable que les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre.
Donc pendant le Covid, je n'avais de cesse de dire l'urgent, c'est d'attendre. Et ben là, je pense qu'on a vraiment bien fait aussi d'attendre. Et donc, il y a même des règles que je trouve très surprenantes. Et donc, j'ai encore pu échanger justement avec une personne d'Infodoc hier là, du Club social national pour bien valider. Et il y a toujours des petites zones d'incertitude, comme toujours sur des nouveaux textes. Mais je pense que maintenant, on est prêt à vous présenter ces nouveaux textes. Alors, du point de vue du sommaire, alors on va voir, voilà. Hein, donc, j'ai prévu ça comme ça. Donc, j'ai souhaité quand même vous rappeler le contexte juridique jusqu'au 13 septembre 2023, parce que ça, je pense que c'est quand même important que vous ayez en tête ce qu'on faisait jusqu'alors, de rappeler ce que nous a dit la Cour de cassation le 13 septembre, là, dans, je crois, 4 ou 5 arrêts, et puis donc de vous exposer les nouvelles dispositions de la loi DADU, donc sur les nouvelles règles d'acquisition, les nouvelles obligations aussi côté employeur, et puis surtout avec quelle rétroactivité. Et là, c'est là qu'on peut toujours faire confiance aux Français pour quand même trouver de nouvelles règles complexes. Et puis après, donc j'ai voulu finir avec des petits cas pratiques et la distinction pour les salariés encore présents et puis pour les salariés sortis. Et puis tout ce qu'on va se dire, c'est bien sûr vrai, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Et donc là, j'ai voulu vous lister un petit peu les dispositions des conventions collectives qu'on rencontre le plus fréquemment, et puis aussi lister les conventions collectives dans lesquelles il n'y a rien de prévu. C'est aussi important de savoir quand vous êtes sur une convention collective qui n'a rien de prévu. Après, vous aurez encore à regarder ce qu'a prévu éventuellement votre entreprise, mais ça limitera le casse-tête. Voilà, donc si vous êtes prêts, j'ai l'impression que vous êtes prêts. Il y a encore des gens qui sont arrivés au moment de l'introduction. Et donc, comme je propose je prendrai les questions, mais plutôt à la fin de la présentation, parce qu'il y a des points complexes que je vais réaborder à plusieurs reprises. Donc, j'espère bien que sur la fin de la présentation, il y aura moins de questions que ce que vous devez avoir au démarrage. Alors, c'est parti. Et donc, c'est parti d'abord avec le rappel du contexte juridique jusqu'au 13 septembre 2023. Donc, quelles étaient les règles à l'époque? Donc, on avait différentes règles. Donc, déjà, celle du Code du travail, avec l'acquisition des congés payés qui étaient conditionnés à une période de travail effectif. C'est-à-dire que dès qu'on était absent, sauf dans quelques exceptions, eh ben, il n'y avait pas de congés payés. Sauf, donc quand on était en congé payé, sauf pour les congés maternité, paternité, aussi pour les absences, là, pour les événements familiaux. Et puis, on avait cette règle particulière dans le droit français pour les accidents du travail et la maladie professionnelle et les accidents de trajet, où on avait l'habitude de dire que les compteurs de congés payés tournaient pendant 1 an. C'était une particularité pour les accidents de travail et la maladie professionnelle. Et donc ça, quand je dis que c'était sauf, c'était les règles du Code du travail. Il pouvait y avoir aussi des règles dans vos conventions collectives. Là, je rappelle les règles du Code du travail. Et puis, on a voulu aussi vous rappeler ce qu'on appelle le régime des équivalences, qui faisait que, donc, à partir du moment où il y avait eu 4 semaines ou 24 jours de travail, le salarié acquérait ses congés normalement. Donc ça, nous, dans notre jargon, on disait le premier mois de maladie, le compteur tourne encore, mais il y avait des cas plus complexes. Et donc ça, par exemple, dans notre logiciel de paye préféré, la Silae, c'est géré et c'est géré en fin de période. Donc parfois, c'est en mai par exemple, 2024, qu'on avait un petit arrondi supplémentaire que ça recalculait de savoir si justement il y avait eu 48 semaines de travail effectif et donc l'intégralité des congés acquis, malgré quelques petites absences ça et là. Donc, je pense que c'était important de vous rappeler ces règles-là, puisque notamment celle-là va perdurer, elle n'a pas été supprimée. Alors ensuite, on avait le droit européen et la jurisprudence européenne. Donc là, pareil, je trouvais que c'était intéressant de vous rappeler les règles européennes, les dates, pour que vous compreniez mieux ce qui s'est passé là le 13 septembre 2023. Alors d'abord, on avait la directive européenne qui, elle, disait en Europe, on a le droit à un congé annuel de 4 semaines qui n'est pas conditionné à un travail effectif. Donc, vous voyez que moi, je mets toujours en gras et je souligne ce qui est important. Vous vous souvenez que dans les règles françaises, nous, on disait qu'on devait avoir du travail effectif. Et bien, vous voyez, en Europe, et donc depuis longtemps, 2003,
c'était ce qui avait été dit. Et donc 4 semaines, pas 5 semaines non plus. Hein, tout ça, j'insiste, parce que ça va vous aider à comprendre pourquoi on a retenu ces règles-là. Et ensuite, donc en Europe, c'est quand même toujours long pour faire passer les textes. Cette directive, elle a été reprise dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007, qui a été ratifiée par le traité de Lisbonne, qui est lui-même rentré en vigueur le 1er décembre 2009. Et donc, vous allez voir que je vous ai mis ça à dessein, hein, puisque sur la rétroactivité, on va remonter au 1er décembre 2009 à cause de tout ce petit système-là. Hein. Et donc là, grosso modo, qu'est-ce que ça rappelle? C'est qu'on a un droit à une période annuelle de congé pour tout travailleur. Voilà, hein, mais grosso modo, c'est ces règles-là. Et donc, fort de tous ces principes du droit européen, on a eu aussi de la jurisprudence européenne. Alors, la Cour de justice de l'Union européenne, elle est à Bruxelles. Hein, ce n'est pas ce qu'on a, nous, à Strasbourg. À Strasbourg, c'est le Conseil des droits de l'homme, hein, c'est autre chose. Donc, à Bruxelles, le 20 novembre 2011, mais vous voyez que toute la cohérence en termes de date, on a une première décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui disait que les États membres, ils ont la possibilité de limiter le cumul des droits au congé annuel par une période de 15 mois à l'expiration de laquelle le droit s'éteint. Hein, donc la rebelote, c'est sur ce délai de 15 mois là que ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Et donc, vous voyez que cette règle-là, elle date de 2011, hein, au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis en 2012, là, la Cour de justice de l'Union européenne, elle prend une décision, on va dire, qui est contre les employeurs et en tout cas contre le droit français, puisqu'elle rappelle que le droit au congé annuel ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé. Donc, ça veut dire que le droit français, il devait se mettre en conformité, vous voyez, d'autant plus avec cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne depuis 2012. Hein, donc, ça datait quand même un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 septembre 2023? C'est que, alors que la Cour de cassation rend chaque année un rapport au gouvernement et aux législateurs sur les points d'évolution importants, la France ne bougeait pas et donc on va dire que la Cour de cassation est passée en force. Et c'est vrai que quand on regarde aussi ce qui est sorti, il y a eu un texte justement d'ADU, hein, et donc d'ADU, c'est diverses dispositions d'adaptation au droit européen. Donc vous voyez que c'est vraiment lié à l'objectif justement de la Cour de cassation. Et donc, il y a une DADU là, qui était sortie au début de l'été 2023. Donc, je pense que ça a peut-être fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la Cour de cassation et qui ont dû se dire, non mais nous, on n'arrête pas de le répéter depuis 2012, il ne faut rien. Là, ils sortent une nouvelle loi d'ADU et ils n'en font rien. Donc, le 13 septembre 2023, donc, moi, je ne m'y attendais pas du tout, en tout cas. Peut-être que les spécialistes s'y attendaient, mais moi, je ne m'y attendais pas du tout. Paf! 4 arrêts qui nous obligent, entre guillemets, à nous mettre en conformité. Alors, ces arrêts, donc pareil pour ceux que ça surprend d'avoir plein d'arrêts comme ça, en fait, c'est fait sciemment. Hein, la Cour de cassation, quand ils veulent rendre des arrêts qui, justement, vont ensuite s'inscrire dans la nouvelle pratique, ils rassemblent toutes les affaires qui portent sur le même thème. Et donc, le 13 septembre, on a eu plusieurs arrêts, je dis 4, hein, mais il y en a peut-être eu plusieurs. On vous a mis les références pour que vous puissiez aller vérifier. Mais donc, voilà, qu'est-ce qui est dit? Le salarié malade acquiert des congés payés pendant la période. Ça, c'est nouveau, hein, puisque nous, avant, c'était conditionné à du droit, à du travail effectif. L'autre arrêt, le salarié en AT-MP acquiert des congés payés pendant la période d'absence supérieure à 1 an. Donc, on va au-delà de la règle française, hein, qui, nous, on était sympa, on faisait tourner le compteur pendant 1 an. Ben là, hop, non, on veut aller au-delà. Et puis encore un autre arrêt, les congés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail s'ils n'ont pas pu être pris. Et donc là, vous voyez, ça, on sent déjà arriver hein, le délai de 15 mois après la date de reprise du travail, alors que là, un congé parental, vous savez que ça peut être sur 3 ans. Et donc, là, il y avait un employeur qui avait dû dire, il n'était pas là, il n'a pas pu les prendre, ils ont été perdus. Voilà. Donc ça, c'était déjà toute une série d'arrêts avec donc des règles importantes. Et donc, si on veut synthétiser, je vais souvent vous faire des petites diapos de synthèse, ça vous permettra de respirer. Qu'est-ce que ça avait permis, ces arrêts de Cour de cassation? De créer des droits nouveaux, hein, pour donc les absences maladie d'une durée supérieure aux 4 semaines, hein, ou
aux règles conventionnelles, hein, parce que ça, on a voulu aussi rappeler que le 13 septembre, ça n'a pas été un big bang total, puisque vous le reverrez en fin de présentation, il y avait quand même aussi beaucoup de conventions collectives qui prévoyaient que les compteurs de congés payés allaient tourner, ou pour les petits arrêts, je vous reprécise l'équivalence légale, c'était les petits arrêts où finalement, quand on avait eu des petits arrêts, les compteurs avaient continué à tourner. Et donc, pour toutes les absences pour lesquelles les compteurs avaient arrêté de tourner, là, avec les arrêts de la Cour de cassation, on disait que ça devait tourner. Et puis aussi, donc, pour les absences en accident de travail ou en maladie professionnelle qui étaient supérieures à 1 an, et avec les arrêts de la Cour de cassation, là, on nous disait, non, ça doit continuer à tourner. Voilà. Par contre, on insistait sur le fait qu'il n'y avait pas de situation qui avait changé. Pour tous les salariés qui avaient été malades, mais pour lesquels les compteurs avaient tourné, soit à la faveur des règles conventionnelles ou dans vos entreprises, et puis aussi pour les salariés qui avaient été en accident du travail ou en maladie professionnelle depuis moins d'1 an. Donc, c'est vrai que quand on a eu les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre, on s'est dit « oulala, mais finalement, on n'a pas eu tant de cas à gérer. Les cas qu'on a eu à gérer, c'était sur les soldes de tout compte, où là, il fallait qu'on se positionne. Et après, on a eu un autre arrêt de la Cour de cassation qui nous a précisé, en fait, la prescription. Et donc, ça, c'était aussi un arrêt important. Donc là, sur la prescription, il nous rappelait la prescription triennale, c'est-à-dire 3 ans à compter de l'expiration de la période de la prise de congé. On en reparlera un peu plus tard de la prescription. Mais alors, l'apport de cet arrêt, c'était surtout de dire que la prescription, elle commence à courir uniquement si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé. Et donc là, vous voyez que cet arrêt-là, ça va présumer du nouveau droit à l'information que vont avoir les salariés à leur retour de congé. Et là, ce qui nous embêtait beaucoup, c'est qu'à défaut de diligence patronale, c'est-à-dire que si l'employeur n'a rien fait et donc n'a pas notamment informé le salarié de ses droits, le salarié, il pouvait réclamer les droits à congé sur une période illimitée. Donc là, illimité, ça nous a fait peur. Donc tout de suite, après ces arrêts de la Cour de cassation, on a eu beaucoup d'analyses de la part des avocats, des juristes, nous aussi en pratique sur les soldes de tout compte, puisque c'est aussi intéressant d'avoir notre vision de la pratique quand on a un solde de tout compte à sortir, il a fallu qu'on se décide, et donc on est venu encadrer ça. Et tout de suite, on a dit, il y a une loi qui va sortir, donc la loi d'abord, elle était attendue pour le premier trimestre 2024. Après, on a su que ça serait un peu plus tard, donc on nous avait dit avant le mois de juin, et donc c'est la bonne nouvelle, on a la loi qui a été sortie le 23 avril, et donc on a vraiment bien fait d'attendre, c'est-à-dire que les employeurs qui ont eu des salariés qui sont sortis après le 13 septembre 2023, et on va dire où il a fallu qu'on décide d'ici février, parce que déjà en mars, on a bloqué puisqu'on avait le projet de texte, donc on s'est appuyé sur le projet de texte, mais on a versé plus que ce qu'on va pouvoir verser avec la nouvelle législation. Voilà, donc et maintenant, la mise en conformité du droit français, la loi DADU, et donc moi ça me fait rire, mais non, diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union européenne, ça doit être ça, voilà, DADU. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les nouvelles règles. Donc là, je vous ai fait beaucoup de diapos, parce que l'avantage d'avoir beaucoup de diapos, c'est quand vous allez vouloir vous y référer, vous allez avoir une diapo par thème, et je pense que c'est quand même important. Donc là, les nouvelles règles, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, vous prendrez bien toujours attention au titre en haut, et puis à ce que j'ai mis là en bleu, c'est vraiment le cadre dans lequel on est. Et donc là, grosso modo, moi je simplifie, les compteurs vont tourner normalement. C'est-à-dire que dorénavant, à partir du 24 avril, quelqu'un qui est en accident du travail ou en maladie professionnelle, il a 2 jours et demi de congé par mois d'absence. Donc, on supprime la limitation qu'on avait avant dans le droit français d'1 an. Alors, quand je dis ils acquièrent dorénavant leur congé normalement, c'est à hauteur de 2 jours ouvrables de congé. Donc, ce n'est pas forcément, si vous avez plus de congés de par la convention collective, etc., ça, il faut avoir. Là, comme dit, on est dans la loi. Pour l'instant, on parle de la loi, pas encore des conventions collectives. Il faudra adapter ensuite en fonction de la convention collective ou de vos usages en entreprise.
Ensuite, pour les arrêts maladie d'origine non professionnelle, comme on est en France, mais ça nous est favorable, donc là, on va accepter la complexité, ils ont décidé de faire un distinguo entre AT-MP et maladie non professionnelle. Et donc là, on va donner que 2 jours ouvrables par mois d'absence au lieu de 2 jours et demi. Et on retrouve en fait les 4 semaines de congé que je vous avais rappelé qui dataient du droit européen de 2003. Vous voyez, en fait, on s'est appuyé sur le droit européen pour dire non, mais le droit européen, il prévoit effectivement qu'il y ait des congés en cas d'absence, mais le droit européen, il ne prévoit que 4 semaines. Et donc, on s'est limité à 4 semaines. Par contre, cette limite de 24 jours, comme je me suis fait avoir, je vous partage tout de suite, donc je me suis fait avoir en mars au moment de ma réflexion, c'est-à-dire que moi, j'avais un salarié qui avait travaillé pour partie début d'année, parce que des cas simples où la personne elle est absente tout le temps, vous en aurez, mais vous verrez que vous n'en aurez pas tout le temps. On a toujours le cas compliqué où d'abord sur la période de congé, le salarié a d'abord à travailler, donc je raisonne pour l'instant en jour ouvrable, il a acquis 2 jours et demi, 2 jours et demi, 2 jours et demi, paf, il est malade, donc là on passe à 2 jours, et dans un premier temps, je m'étais limitée aux 24 jours. Et avec l'avocate, on s'était dit, c'est bon, sur cette période de congé, on a atteint 24, donc on se limite à 24, parce que dans le texte, il y a écrit cette limite de 24. Mais à la réflexion, cette limite de 24, ça ne vaudra, selon nous, que quand le salarié a été absent sur toute la période. Et donc, quand vous allez avoir un salarié qui va, pour avoir parti travailler et pour partie avoir été malade, on ne va pas atteindre les 30 jours, mais par exemple, on va pouvoir être à 28 ou à 29. Donc, petite déception, mais c'est quand même moins que les 30, donc on est quand même content. Et puis, bien sûr, la pratique, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent qui raisonnent en jours ouvrés, parce que l'avantage des jours ouvrés, c'est quand on ne travaille pas notamment le samedi et le dimanche, mais comme je dis toujours, moi j'ai aussi mis des jours ouvrés dans les restaurants qui ne travaillent pas le lundi et le mardi, ça permet d'avoir un décompte plus facile à comprendre par les salariés. On suppose devoir faire, mais vous savez bien qu'on a le droit d'être en jour ouvré si ça n'est pas défavorable aux salariés par rapport à la règle des jours ouvrables. Donc, on suppose devoir faire la règle de 3. En jour ouvré, on acquiert 2,08 au lieu des 2,5. Donc, on suppose donner 1,66 jours ouvrés par mois d'absence. Et ensuite, on a voulu rappeler qu'on va le faire au prorata temporis aussi en cas d'absence en cours de mois. Enfin, tout ça, c'est la pratique que j'ai, comment dire, par rapport au solde de tout compte sur lequel j'ai dû faire les calculs. Et on aura toujours cette règle aussi de l'arrondi à l'entier supérieur en fin de période, ce qui fait que de temps en temps, c'est pour la peine de pinailler, de savoir si finalement vous donnez 2,08 ou 1,83, parce qu'avec l'arrondi supérieur en fin de période, comment dire, on a arrondi à l'entier et pas à la demi-journée. C'est aussi une règle du Code du travail. Donc, on arrive souvent à un compte rond légèrement plus favorable. Mais comme dit, cette règle-là n'est pas celle de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre. Et donc, c'est là que je vous disais, on a bien fait d'attendre, puisque ça permet de donner moins de jours de congé qu'avec les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre. Alors, je crois que c'est là que j'ai fait des petits tableaux, parce que moi, j'aime bien les petits tableaux. Et donc, là, je vous ai fait un petit tableau qui est tout simple, mais je trouve que ça a toujours le mérite de clarifier les choses. Donc, en jour ouvrable, quand on a un arrêt de travail d'origine professionnelle, grosso modo, on acquiert les congés normalement, alors que sur un arrêt de travail d'origine non professionnelle, on a 2 jours ouvrables au lieu de 2,5 et donc 24 au lieu de 30. Et donc là, vraiment, si par exemple, vous voulez expliquer très simplement au chef d'entreprise, vous dites c'est ça l'intérêt d'avoir attendu. Et par contre, c'est ça qu'il va falloir que les salariés entendent. Parce que les salariés, ils vont peut-être dire ah oui, mais moi, l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre m'était plus favorable. Mais non, la loi dit que c'est ça. Et donc maintenant, ça sera bien ça qui sera appliqué pour la maladie non professionnelle. Et donc, je vous ai fait le même petit tableau en jour ouvré. Et donc là, on a de la chance parce qu'avec l'arrondi, j'ai été refaire que 1,66, 6 fois 12, hop, on a de la chance, on arrive bien à 20 et pas à 20,03 qu'on aurait dû arrondir à 21. Donc là, on a de la chance sur le calcul. Voilà, donc ça, c'est déjà la partie intéressante de la nouvelle législation. Et ensuite, donc, on a les nouvelles obligations pour l'employeur. Donc, les nouvelles obligations pour l'employeur, on va avoir des cas distingués. Donc là, premier cas, le principe,
si un salarié n'a pas pu prendre ses congés acquis du fait de son absence. Et donc, vous voyez qu'on est assez large là. Hein, c'est le salarié n'a pas pu prendre ses congés du fait de son absence. On ne dit pas du fait de son absence de tant de jours, on dit il n'a pas pu les prendre parce qu'il était absent. Dans le mois qui suit la reprise du salarié. Et donc ça, hein, vous savez qu'on a eu une petite amélioration parce qu'au départ, c'était dans les 10 jours. Les 10 jours, nous, on avait fait GLOOPS. Dans le mois qui suit la reprise du salarié, c'est quand même mieux. Qu'est-ce que l'employeur devra faire? Il va devoir informer le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Donc, 2 éléments. Et l'information s'effectue par tout moyen conférant date certaine, donc courrier remis en main propre, et éventuellement par lettre recommandée avec AR, courriel avec accusé de réception, c'est-à-dire qu'il faudra une traçabilité. Pourquoi on a prévu qu'il faut que ça soit un tout moyen conférant date certaine? Souvenez-vous, la prescription ne commence à courir que quand le salarié a été informé. Et donc là, bonne nouvelle, le bulletin de paye pourrait être un moyen d'information du salarié, sauf que le bulletin de paye, alors par exemple, si on envoie dans un coffre-fort électronique, on pourra dire, bah oui, il l'a reçu, hein, on a la traçabilité informatique. Moi, je pense que là, il faut plutôt raisonner en bon père de famille. Hein, la plupart des entreprises, on est dans des petites entreprises, je pense que c'est peut-être bien de recevoir le salarié, de lui remettre le bulletin de paye. Donc, pour l'instant, moi, je pense qu'on va fonctionner avec le bulletin de paye. Je vais vous dire comment j'envisage les choses, mais après, on verra bien comment nos clients veulent faire. Et donc, moi, j'imagine que même dans les grandes entreprises, il y a des RH. Donc, la RH pourra recevoir le salarié en disant, tu vois, ton compteur est à jour. Et on rajoutera donc en information, en commentaire, la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Parce que nous, on a le compteur. Donc là, vous allez voir, je vais beaucoup insister sur les compteurs. Il faudra que le compteur soit à jour dans le mois qui suit la reprise, mais il faudra qu'on rajoute la date. Et alors là, ce que je fais déjà comme remarque à mes collaborateurs, c'est que nous, quand on met des commentaires, nous, on voit qu'il y a le commentaire, l'employeur et le salarié voient moins qu'on a le commentaire. Et donc, c'est là que je proposerais d'éditer, même quand on envoie habituellement les fiches de paye par courrier électronique. Là, notamment quand on a une possibilité de proximité géographique, puisqu'on parle d'une reprise du salarié, donc on suppose une reprise physique, peut-être de stabilosser le commentaire et éventuellement de faire signer une copie du bulletin où là, le salarié écrit remis en main propre pour moi, ça suffirait. Vous voyez, on ne va pas faire des recommandés alors que le salarié est supposé reprendre, mais bien sûr, chacun adaptera comme il le souhaite sa technique. Alors, là, c'est là qu'on va commencer à parler de la fameuse période de report de 15 mois. Donc, vous allez voir, je vais vous en parler. Je vais vous en reparler parce que pour moi, c'est le truc quand même hyper compliqué, le point de départ de ces 15 mois, dont on sait, on l'avait vu, que ça vient aussi de l'Europe, ce délai de 15 mois. Voilà. Et donc, le point de départ de ces 15 mois correspond au moment où l'employeur informe le salarié de ce report. Donc, forcément, après la reprise, puisque là, je suis dans le cas général. Ici en haut, j'ai écrit cas général. Vous allez voir qu'après, j'aurai des diapos où il y aura écrit exception. Mais donc, l'exception restera exceptionnelle. Et donc là, c'est le cas général. Le salarié n'a pas pu prendre ses congés acquis du fait de son absence. Et donc, il va bénéficier d'une période de report de 15 mois et forcément après sa reprise. Mais le point de départ, c'est quand on informe. Donc, par exemple, supposez que vous avez un employeur qui n'est pas diligent, le salarié a repris, là, par exemple, au mois de mai. La logique voudrait qu'on l'informe donc au mois de juin. Légalement, on a 1 mois pour l'informer. Mais si vous l'informez qu'en août, le délai de 15 mois, il commencera qu'à partir du mois d'août. Donc, moi, dans mon exemple, j'ai fait qu'on était diligent et que donc, ça va suivre la reprise. Mais si vous tardez, effectivement, le délai de 15 mois sera décalé dans le temps. Et comme il est déjà suffisamment complexe, je pense que vous savez bien quand le salarié reprend dans votre entreprise. Donc là, je pense qu'il faudra vraiment alerter le gestionnaire de paye pour dire, là, c'est maintenant qu'il faut que les compteurs soient bons. Et on n'est même pas obligé d'attendre le mois de la reprise. On peut aussi peut-être se dire, ça y est, il a vraiment repris, on lui écrit, pour effectivement éviter de perdre trop de temps à ce niveau-là. Et donc là, que nous dit la loi? C'est qu'à l'issue de la période de report, si le salarié n'a pas soldé les congés payés reportés, ils seront définitivement perdus. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. La loi prévoit
que d'accord, on a ce délai de 15 mois, mais que si les congés ne sont pas pris, ils sont perdus. Alors attention, il faudra que l'employeur ait mis le salarié en mesure de prendre ses congés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas gentiment que tu lui dises, bon, bah donc, d'accord, tu as jusque, par exemple, vous allez voir que dans le cas général, tu as jusqu'au 31 août 2025 pour prendre tes congés, et qu'en fait, à chaque fois que le salarié veut prendre des congés, on lui refuse. Ça ne marchera pas. Et donc, il va falloir organiser les choses pour que les salariés prennent leur congé. Par contre, si le salarié finalement dit non, non, moi je préfère travailler, eh bien là, à l'issue de la période des 15 mois, ils seront effectivement perdus. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle, c'est qu'entre guillemets, on va pouvoir faire perdre des anciens congés. Voilà. Et là, maintenant, on arrive dans l'exception. D'accord? Et l'exception, c'est si un salarié est absent depuis au moins 1 an à la fin d'une période d'acquisition. D'accord? Et là, vous voyez, je me pose parce que, en fait, il faudra qu'on regarde ça. Et donc, je vais vous avoir fait des cas un peu avec l'année civile, mais on va faire le cas habituel, comment dire, de la période légale. Donc, il faudra qu'on se positionne à fin mai. Est-ce qu'à fin mai, ça fait au moins 1 an que le salarié est absent? Et là, c'est le truc que moi, j'ai eu vraiment du mal à faire entrer dans ma tête. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps d'entendre. Et donc, c'est vraiment validé comme ça. On aura une règle dérogatoire pour les gens. Donc, ça fait plus d'1 an qui sont absents. Alors, quelle va être cette règle dérogatoire? C'est que les congés acquis au titre de l'arrêt de travail sont reportés sur une période de 15 mois. Donc là, tu ne vois pas le truc qui est différent. On a aussi 15 mois. Mais ces 15 mois débutent à compter du terme de la période d'acquisition. Et alors, vous voyez, j'avais lu terme, mais hier soir, j'ai relu acquisition. Donc, c'est pour ça que je voulais souligner. Et donc, terme de la période d'acquisition, c'est que là, ça tombe bien. On est au mois de mai. On est en train d'avoir les congés 2023-2024. Et les 15 mois, ils commencent donc au 1er juin 2024. Voilà. Et donc là, on est dans l'exception. Donc, on n'attend pas la reprise du travail. Et on n'a pas besoin d'informer le salarié. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est dans des règles dérogatoires. Mais ces règles dérogatoires, que si le salarié est absent depuis au moins 1 an. Et là, si le salarié ne revient pas avant la fin de la période de report, et donc même si on ne l'a pas informé, d'accord, les droits reportés seront perdus. Et ça, c'est hyper important parce que bien sûr, de nombreuses personnes savent que je suis aussi expert comptable. Et moi, quand il y a eu les arrêts du 13 septembre, j'ai tout de suite pensé à la compta. On ne provisionne pas, combien on provisionne, la prescription, sur quelle période, etc. Mais ça, c'est vraiment l'apport essentiel de la loi, c'est de dire qu'il y a des congés qu'on va donner, mais comme le salarié ne revient pas, c'est perdu. Vous voyez que moi, quand j'avais dit c'est pour la peine de provisionner des trucs que finalement on va faire perdre, notamment qu'on n'avait pas les textes, c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Le fait que si le salarié ne revient pas avant la fin de la période de report, les droits reportés seront perdus. Et donc, on va voir ce que nos logiciels proposent. Moi, je trouve ça un peu rude de recréditer des congés pour après les ratiboiser, vous allez voir, à chaque fois au mois d'août. Donc ça va être à voir aussi en fonction de ce que notre logiciel fait. Mais bon, moi, pour en avoir parlé déjà à notre DRH préféré, je trouve ça un peu curieux de dire « Ah ah ah, on te donne 24 jours ». Ben, finalement, tu es gravement malade, parce que ce qui nous agace, c'est tous les faux arrêts, dont on sait que les salariés ne sont pas réellement malades. Mais vous voyez que là, on prend quelqu'un qui est vraiment malade, tu lui crédites 24 jours ouvrables pour finalement lui retirer parce que comme il est gravement malade, il n'a pas repris. Vous voyez, ça, je trouve que c'est un peu touchy. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de dire que les compteurs, ils doivent être à jour au moment de la reprise. En fait, c'est ça qui compte. Et même si on les recrédite pour les faire disparaître, vous voyez, je ne suis pas sûre que ça soit intéressant de le faire. Et donc, si le salarié reprend avant la fin de la période de report, là, c'est vive la France quand même, vive la France. Et donc là, on a eu la chance d'avoir un article de la revue fiduciaire là, qui a été publié le 4 mai, où bon, ils insistent, ils disent qu'ils ont sollicité l'avis de la DGT. Donc tout ça, après, il faudra le croiser avec la pratique. Donc là, si le salarié reprend avant la fin de la période de report, ils disent que la période de report, donc les 15 mois, c'est suspendu. Et là, donc, l'employeur, on doit informer le salarié du nombre de jours et de la date jusqu'à laquelle il peut les reprendre, puisqu'il a repris. Donc, on revient dans le cas normal. Et alors là, bon,
hein, suite à l'article de la revue fiduciaire et suite à la sollicitation de la DGT, ils ont l'air de dire qu'on splitterait le délai de 15 mois avec le nombre de mois déjà consommés, quoi. Hein, c'est-à-dire que si dans le délai de 15 mois, il y a déjà 6 mois qui sont passés, finalement, il ne resterait plus que 9 mois sur le délai des 15 mois. Alors ça, bon, hein, il faudra qu'on voit en pratique comment on fera. Là, les règles sont trop récentes pour qu'on ait du recul dessus. Voilà. Mais comme dit, ça, c'est l'exception, hein, si le salarié est absent depuis au moins 1 an à la fin d'une période d'acquisition. Alors là, je ne sais plus ce que je dis après. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai voulu faire sobre. Je vous parle de la date d'entrée en vigueur et de la rétroactivité. Donc, la loi, elle a été publiée au JO le 23 avril 2024. Donc, elle est rentrée en vigueur le 24 avril 2024. Et elle a prévu une application rétroactive pour les arrêts à caractère non professionnel pour la période courant du 1er décembre 2009. Hein, puisque vous vous en souvenez, je crois que c'était le traité de Lisbonne, hein, qui rentre en vigueur au 1er décembre 2009. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on vient de se dire, les salariés pourraient remonter jusqu'en 2009. Donc là, c'est sympa. Hein, nous, par exemple, que vous sachiez, chez FIBA, on est sur Siley depuis 2016. Donc, autant vous dire que 2009, il faut aller sur l'autre logiciel et ça sera le cas dans plein d'entreprises différentes. Donc, qu'est-ce qui va être rétroactif? Et pareil, j'insiste pour bien que vous compreniez ce qui est rétroactif. Les 2 jours ouvrables par mois, les dispositions relatives à l'information du salarié sur ses droits, hein, donc le fait que là, à la reprise, on doit l'informer, donc ça, forcément, on ne l'a pas fait, et les règles sur la période de report. Et donc ça, quand on dit ça, c'est hyper intéressant pour nos soldes de tout compte, parce que le système je vais essayer de vous expliquer, de perte automatique après 15 mois quand le salarié n'est pas revenu à temps, eh ben, ça va pouvoir s'appliquer pour les périodes antérieures. Et donc ça va quand même beaucoup limiter, hein, les jours à rattraper sur les périodes antérieures, quoi. Hein, donc, on va regarder ce point de vue-là. Et par contre, ça c'est très très surprenant, la loi ne prévoit pas d'application rétroactive de la suppression de la limite d'1 an pour les arrêts d'origine professionnelle. Donc ça, on est quand même très surpris. Alors là, moi, je vous ai écrit ça. La doctrine est partagée quant aux conséquences pratiques et souligne que les salariés concernés pourraient se prévaloir des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre. Parce que je vous rappelle qu'on a un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 pour un cas d'arrêt d'origine professionnelle où là, la Cour de cassation avait dit nos limites, les compteurs de congés tournent en continu. Mais c'est parce qu'ils avaient dit ça pour tout, hein, pour la maladie simple. Hein, pour la Cour de cassation au 13 septembre, c'était aussi nos limites. Et donc, on ne sait pas comment réagirait de nouveau la Cour de cassation. Alors maintenant, ça remonte un peu plus rapidement à la Cour de cassation, hein, que dans le temps où on disait que c'était 10 ans pour que ça remonte à la Cour de cassation. Hein, mais là, sur des thèmes comme ça, peut-être qu'on aura des décisions plus rapides, mais enfin plus rapides, hein, peut-être quand même dans 5 ans, parce qu'il faut quand même qu'on ait un arrêt de prud'homme, un arrêt de cour d'appel, et puis qu'après ça remonte en cassation. Hein, donc on n'aura pas la réponse tout de suite, mais on aura peut-être des arrêts de cour d'appel assez rapidement, parce que ce n'est pas dit que la Cour de cassation suive sa jurisprudence antérieure à dire, le 13 septembre, j'ai dit que ça tournait sans limite. Entre-temps, il y a eu la loi. La loi a prévu de la rétroactivité pour tout, sauf ça. D'accord? Et alors, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que bien sûr, j'ai eu des soldes de tout compte avec des arrêts d'origine professionnelle. Et donc, on s'est dit, que fait-on? Et donc là, j'ai eu la chance de pouvoir déjà échanger avec des avocats. Et donc, pour l'instant, notre position, ça a été de dire, notamment comme on est dans des cas litigieux où on sait que le salarié va attaquer notre client au prud'homme et que c'est pour ça qu'il est accompagné par un avocat, on a décidé de ne faire tourner qu'1 an. Parce que j'avais aussi imaginé et lu qu'on pourrait éventuellement donner 2 jours ouvrables comme c'est de la maladie. Et ça, plutôt, ils sont tous d'accord, là, les juristes et les avocats, pour dire que ça, non. Non. Il y a des règles spécifiques pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, pour eux, c'est on fait tourner 1 an, ou alors on fait tourner sans limite, mais on ne fait pas un truc intermédiaire de dire qu'on donnerait 2 jours ouvrables. Voilà. Mais donc, ça, c'est important de retenir qu'il n'y a pas d'application rétroactive pour la suppression de la limite d'1 an. Et donc là, sur les 2 soldes de tout compte qu'on a été amené à faire, on fait tourner qu'1 an. Hein, et on verra si effectivement le salarié nous attaque au prud'homme pour cette partie-là. Donc ça veut dire que pour les gens qui ont été en AT, MP
avant le 24 avril 2024, vous voyez, ils sont dans la situation antérieure. Donc ça, j'insiste, pour quand on me dit « Ah, les provisions et les provisions », ben là, non, en fait, eux, ça ne leur change rien. Voilà. Et donc, quel contentieux? Il n'y a pas d'automatisme prévu dans la loi pour régler le passé. Donc, en principe, le salarié doit saisir le Conseil des prud'hommes. Et donc, ça, moi, ça ne me pose pas de problème de dire, enfin, donc, moi, j'ai de la chance, je suis expert comptable, je ne le dis pas en direct aux salariés, mais je recommanderais aux clients qui me disent, ben, j'ai un salarié qui me demande, bon, on peut regarder le cas pratique, mais on peut lui rappeler aussi que ce n'est pas automatique, qu'il faut qu'il saisisse le Conseil des prud'hommes. Parce que ça va en arrêter plus d'un. On l'a vu avec la pratique depuis le 13 septembre, ça en a arrêté plus d'un, puisque moi, j'ai fait plein de soldes de tout compte depuis avec des gens qui avaient été malades, pour lesquels on n'a quasiment jamais appliqué les arrêts de la Cour de cassation en réflexion avec le client et souvent l'avocat du client, et on n'a pas eu de contentieux systématique. On a eu des contentieux pour les gens que c'était déjà, ils étaient fâchés au départ. Bon, donc voilà. Mais donc en principe, le salarié doit saisir le Conseil des prud'hommes. Donc, il n'y a pas d'automatisme. Et donc là, la loi a prévu un délai d'action en justice pour le salarié encore présent. Et donc là, ils ont parlé d'un délai de forclusion de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du texte, soit le 24 avril 2024. Ça veut dire, grosso modo, on sera tranquille le 24 avril 2026. Puisque pour les salariés encore présents, on a ce délai de 2 ans. Et alors là, moi, ce que j'aime à rappeler, c'est que c'est un droit au repos là dont on parle. Ce n'est pas des sous. Parce que si la loi avait prévu une indemnisation, on aurait peut-être eu plus de sollicitations de la part des salariés. Là, comme c'est un droit à repos, j'imagine que certains salariés seront peut-être moins intéressés que si c'était pour recevoir 5 000 € sur un prochain bulletin de paye. Donc là, moi, je rappelle que c'est du droit à repos. Et donc, en plus, on a vu apprendre dans les 15 mois, donc peut-être qu'il y a certains salariés qui ne seront pas intéressés. Il y a bien sûr des salariés qui sont intéressés par du droit à repos supplémentaire, je n'en doute pas non plus. Et pour les salariés sortis, et ben là, on est dans la prescription triennale classique. Donc, il n'y a pas de particularité. Donc, voilà. Alors, on avait réfléchi aussi tout de suite quand les arrêts de la Cour de cassation sont sortis le 13 septembre. Il ne faut pas imaginer que juste parce que le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte et que vous aviez payé des congés, que c'est bon, vous êtes tranquille. Parce qu'en fin de compte, on n'avait pas informé le salarié de ses droits. Et donc, je vous rappelle la règle, la prescription ne commence à courir que quand le salarié est informé de ses droits. Donc ça ne marchait pas. On s'était aussi interrogé sur les salariés qui avaient fait des transactions. Parce que sur les transactions, on s'était dit, tu ne m'attaques plus. Oui, sauf que la transaction ne portait pas spécifiquement sur le cas des congés payés. Donc là, ça c'est pareil, on n'est pas dans ce cadre-là. Par contre, ça nous rassure sur le délai d'action en justice pour les salariés sortis, c'est que les salariés sortis depuis plus de 3 ans, ils ne peuvent plus agir. Donc vous voyez que là, ce n'est pas parce qu'on a prévu une rétroactivité depuis 2009, là, c'est fini, ça ne bougera plus. Voilà, donc là, je voulais vous exposer les règles générales, si je me souviens, voilà, de mon support. Et maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, notamment pour les salariés encore présents et les fameux cas pratiques du délai de 15 mois qui sont quand même pas évidents à comprendre et donc à exposer. Alors, sur les salariés encore présents, en pratique, je rappelle que donc l'employeur a 1 mois lors de la reprise du salarié pour indiquer donc le nombre de jours de congé dont le salarié dispose et la date jusqu'à laquelle les jours peuvent être pris. Donc, c'est la fameuse période de report, sachant que le délai de 15 mois commence au plus tôt à la date de reprise. J'espère que maintenant vous avez compris, sauf exception des salariés malades depuis plus d'1 an. Et donc là, quand je vous dis en pratique, c'est que les compteurs de congés payés doivent être à jour. Et donc là, on a beau avoir le meilleur logiciel sur le marché, les compteurs de congés, c'est toujours quand même hip-hop, parce que par exemple, pourquoi je vous dis que c'est hip-hop? Donc notre logiciel gère les conventions collectives. Donc si le compteur, il a dit qu'il avait tourné, mais là, il va avoir tourné à hauteur de la convention collective. Mais par exemple, quand vous payez des indemnités journalières de prévoyance, comme on a un paiement, ça a redéclenché l'acquisition de jours de congé, et donc ça a l'air déclenché pas toujours de manière juste. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, les compteurs, ils doivent être à jour lors de la reprise. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'aussi, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc moi, j'ai voulu faire le webinaire aujourd'hui le 14 mai
pour vous laisser le temps de regarder, notamment quand on est dans des petites entreprises, les compteurs de congés ben là, des personnes avant fin mai, hein, qu'on regarde si c'est possible ou pas. Mais nous, moi, mes gestionnaires de paye, ils gèrent, ça dépend des portefeuilles de dossiers. Quand ils ont beaucoup de dossiers d'une ou deux payes, ils gèrent jusqu'à 70 dossiers. Donc là, on va dire qu'ils font à peu près 300 payes. Mais sur les gros dossiers, ils peuvent gérer jusqu'à 450, 500 fiches de paye. Donc, bien sûr, on n'a pas 500 malades sur deux dossiers, mais justement, d'aller regarder qui a été malade, tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne va pas mettre tous les compteurs à jour à fin mai. Hein, ça, c'est inimaginable. Hein, on essaiera de faire au fil de l'eau. Et puis, on va être aidé par notre logiciel de paye. Donc, il faudra voir aussi ce que notre éditeur propose. Et la loi, elle vous impose d'être à jour dans le mois qui suit la reprise. Hein, donc, on fait tous redescendre la pression, hein, y compris pour les RH en interne, y compris pour les salariés qui seraient encore en arrêt maladie et énervés à vouloir connaître leurs droits. Vous pouvez leur répondre, la loi a prévu que je t'informe dans le mois qui suit ta reprise. Donc, dis-moi quand tu as prévu de reprendre. Eh bien, écoute, on fera ça dans le mois de ta reprise. Hein. Tout le monde gagne à être plus serein. Alors, par contre, quid des bulletins sans compteur sur fiche de paye, parce que géré dans un autre applicatif. Hein, donc ça, on a beaucoup de clients qui ont des Baudet, des Easy RH, des Kelio, enfin il y a plein de systèmes hein, où vous suivez les compteurs de congés. Donc là, interrogez-vous de savoir si le salarié a accès à ce compteur quand il est en arrêt maladie. Hein, parce que certains, vous avez des applications sur smartphone, donc on peut se dire que le salarié peut voir son compteur même en arrêt maladie, mais il y a certains, c'est quand vous vous connectez dans l'entreprise, donc quand tu es malade, tu n'as pas accès à ton compteur, ou alors parfois j'ai aussi des gens qui me disent oui, c'est bon Annabelle, j'ai un compteur, mais en fait il est suivi par le chef d'équipe et donc le salarié n'y a pas accès. Ou on a encore beaucoup d'entreprises et parfois des très grandes entreprises qui suivent les compteurs sur Excel. Donc ça, le tableau Excel, là, je vous confirme, le salarié n'y a pas accès. Donc là, il va falloir aussi réfléchir au mode de communication. Et autant, hein, je vous proposais tout à l'heure, moi, de fonctionner avec le bulletin de paye, le compteur qu'on a sur le bulletin, et bien quand on n'a pas de bulletin sur le compteur, hein, il faudra peut-être aussi y réfléchir. Et puis alors moi, le côté pas de bulletin sur le compteur, je trouve que c'est aussi dommage parce que quand on a les compteurs sur les bulletins, on a les provisions de congés payés qui sont calculées par notre logiciel de paye, alors que quand vous êtes sur Excel, ça veut dire que vous faites vos provisions de congés payés à la main. Hein, on est en 2024, moi, tous les trucs à la main suivis sur Excel, je trouve ça bien dommage. Et là, je mets aussi en avant l'absence d'opposabilité hein, pour le salarié, parce qu'il faut aussi penser que quand vous avez des baudets, etc., quand le salarié est sorti, il n'a plus accès à son applicatif. Donc, il n'a plus moyen hein, de voir quels étaient ses compteurs, etc. Donc, c'est pour ça que je plaiderai toujours en faveur des compteurs sur fiche de paye, bien sûr, compteurs à jour. Et on a l'autre cas qui est anticipé, c'est qu'on a des employeurs qui ont décidé, suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre, de dire « Ah ben si c'est ça, moi je fais tout de suite tourner les compteurs normalement, ça m'évitera de devoir rattraper. » Et là, eux, ils vont être embêtés à l'inverse, hein, puisque, on va dire, si on raisonne en jours ouvrables, ils vont avoir fait tourner à hauteur de 2 jours et demi pour les salariés malades, alors que la loi maintenant a prévu 2 jours. Donc là, par contre, ceux qui ont pris cette décision-là, mais alors, moi, je pensais qu'on en avait certains chez FIBA, et puis finalement, a priori, on n'a pas de clients qui ont demandé à ce qu'on fasse tourner les compteurs, parce que là, notre logiciel nous avait permis une méthode dérogatoire pour faire tourner les compteurs, je crois, dès le mois d'octobre. Là, il faudrait revenir dessus, et là, je trouve que c'est important, parce que comme on nous a dit que les fiches de paye pouvaient être un moyen d'information des salariés, ça m'embêterait que vous ayez affiché 30 jours ouvrables pour un salarié qui a été malade là, depuis le 13 septembre 2023 et que là maintenant vous vouliez donner plus que 24 jours ouvrables parce que tu comprends, d'abord on avait appliqué la jurisprudence mais finalement la loi est plus favorable. Donc là je pense que si vous avez pris cette décision-là, il faut corriger vos compteurs idéalement en mai ou en juin, hein, comme dit, vous ne mettez pas plus de pression, mais je pense que c'est nécessaire de le faire. Voilà, sur les aspects pratiques. Alors ensuite, je vais revenir sur ce fonctionnement du report de 15 mois. Et là, quand même, bienvenue en France, c'est quand même des règles d'une complexité extrême. Alors, elles nous sont favorables, donc il va bien falloir les intégrer, mais c'est quand même du sport. Alors, je vous ai proposé de faire une distinction nécessaire entre
les arrêts de moins d'1 an à la fin de la période d'acquisition. Et donc, de manière pragmatique, fin mai, fin décembre, et là c'est amusant, je n'y ai pas pensé avant, hein, on a plein de clients qui sont dans le BTP, là le BTP c'est fin avril, hein, mais donc aussi fin avril, et ben, d'ailleurs ça sera aussi intéressant d'avoir maintenant la position de la caisse des congés payés du bâtiment, parce que justement, j'avais proposé, quand encore des experts comptables, on sollicite l'avis de la caisse des congés du bâtiment après les arrêts du 13 septembre, et il nous avait dit, on attend la position du ministère de tutelle. Le ministère de tutelle, c'était justement le ministère du Travail, donc ça serait intéressant de savoir ce qu'ils vont aussi décider. J'espère que, comme je vous l'ai dit, ils vont opter pour pas d'automatisme, et donc on fera pour l'avenir, et par contre le passé, on regardera au cas par cas. Mais donc, il va falloir distinguer les arrêts de moins d'1 an et les arrêts de plus d'1 an à la fin de la période d'acquisition. Le salarié n'a donc pas repris, d'accord, à fin mai ou à fin décembre. Et alors là, j'ai commencé par là, en disant que l'application du délai de 15 mois permettra de supprimer, alors j'ai failli juste vous rajouter automatiquement, hein, mais c'est ça l'idée, hein, c'est que là, vous vous souvenez, il n'y a pas d'information obligatoire et le délai de 15 mois, il commence au 1er juin, des congés acquis à la faveur du nouveau texte. Et donc, en fait, pour que mentalement, on arrive à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir faire perdre des congés, et ben en fait, c'est à chaque fois qu'on sera sur des périodes pleines où, grosso modo, on a donné 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés. Hein, le salarié était absent sur les 12 mois, et ben là, on va pouvoir faire perdre ses congés automatiquement, on va dire, hein, parce que le salarié n'aura pas repris, on va dire, à temps. Alors que les congés de moins d'1 an, les congés acquis avant l'arrêt, ils vont bénéficier du délai de report. Et donc, le délai de report, vous vous souviendrez que là, il commence uniquement au moment de la reprise. Hein, c'est ça qui est sympa. Et les congés acquis durant l'arrêt, eux, ils ne bénéficieront pas du délai de report parce que vous allez voir dans les cas pratiques, en fait, ils vont les avoir acquis et ils vont avoir repris. Hein, là, on parle de salariés qui ont des arrêts de moins d'1 an, qui vont avoir repris entre-temps. Donc, eux, ils ne vont pas bénéficier du délai de report. Je pense que là, juste avec cette diapo, vous voyez bien la complexité qui vous attend. Donc, j'ai essayé de présenter les choses du mieux que j'ai pu, mais c'est vraiment cette partie-là qui est complexe, mais en fait, qui nous intéresse puisque ça va permettre de supprimer des congés acquis. Alors, je vous ai fait un cas pratique d'abord, un arrêt de moins d'1 an, hein, donc on va dire un cas simple. Je me suis volontairement placée dans le futur puisqu'on parle de salariés encore présents. Donc là, on a un salarié qui est en arrêt maladie non professionnelle du 1er juin 2024 au 15 septembre 2024. Vous voyez, il a eu l'arrêt durant l'été. Son compteur 2023-2024, il compte 30 jours ouvrables, hein, parce que là, c'est maintenant, c'est normal, hein, c'est un compteur normal, quoi. Au titre de son arrêt maladie, on va lui faire acquérir que 2 jours, hein, pendant 3 mois, hein, donc juin, juillet, août, et puis 1 jour au titre de septembre. Hein, donc, il va acquérir au titre de son arrêt maladie 7 jours ouvrables. Hein, comme dit là, mon cas est volontairement simple parce que fort heureusement, on aura aussi des cas simples, on n'aura pas que des cas complexes à gérer. Donc, l'employeur doit annoncer au salarié avant le 15 octobre, puisque dans mon exemple, hein, il a repris, ah oui, bon, j'aurais pu écrire 16, enfin peu importe. Hein, mais moi, comme je dis toujours, il peut aussi annoncer ça le 16 septembre ou le 20 septembre. Qu'est-ce qu'il doit lui annoncer? Il doit lui annoncer, eh ben, à la faveur de la nouvelle législation, tu as acquis 7 jours ouvrables de congés payés durant ton arrêt. Et ces jours-là, ils seront à prendre à la date normale, hein, 31 mai 2026. Sur la date normale, je vais encore vous en reparler. Moi, je trouve que les dates, c'est déjà suffisamment compliqué. Hein, mais ce que je veux dire, c'est des congés 2024-2025, donc à prendre 2025-2026. Donc, cela, ça sera la date normale. C'est ça que nous disent les textes. Et par contre, les congés là qu'il n'a pas pu prendre, hein, puisqu'il est en arrêt, il va pouvoir les prendre jusqu'au 15 janvier 2026. Hein, parce que c'est 15 mois après le 15 octobre. Hein, j'ai fait après le 15 octobre. Hein, je vais recompter sur mes doigts que normalement, je n'ai pas fait d'erreur. Hein, c'est-à-dire 15 septembre, ça nous a ramené au 15 septembre 2026. Et puis donc ensuite, on a encore 3 mois de plus, donc 15 octobre, novembre, décembre. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je l'ai fait par rapport au 15 octobre. Hein, donc c'est pour ça que j'arrive au 15 janvier 2026. Donc c'est ça qu'on ne sait pas, comment va agir le logiciel. Est-ce qu'ils vont faire tout de suite un nouveau petit compteur avec des dates,
Hein. Pour l'instant, on ne sait pas. Parce que là, je vous ai dit que je vous ai fait un cas simple. Mais on va avoir les salariés qui sont en maladie en pointillé. Hein, ça nous arrive d'avoir des salariés en pointillé. Et donc là, les règles, c'est a priori qu'on doit l'informer à chaque fois dans le mois qui suit la reprise. Et donc, on va avoir plein de dates comme ça différentes. Hein, et c'est là où quand même on va beaucoup s'amuser. Et alors ça, moi, je peux déjà vous le dire, en bas sur les bulletins de paie, je crois qu'on a le droit maxi à 7 compteurs. Hein, on n'a pas le droit à 12 compteurs en bas de bulletin de paie. Mais alors là, moi, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse redescendre la pression parce que grosso modo, on va l'informer qu'il a le droit de prendre ses congés jusqu'à cette date-là. Et en fait, ça va être au moment de lui dire bah, « tu ne les as pas pris, ils sont perdus », qu'il faudra qu'on soit attentif aux dates. C'est pour ça que pour l'instant, moi, juste une mention sur le bulletin de paye, je pense que ça irait bien. Peut-être une alerte, vous voyez, en décembre pour dire « tu te souviens que tu as jusqu'au 15 janvier pour les prendre, alors tu veux les prendre ou tu ne veux pas les prendre ». Hein, mais vous voyez, bon, moi, je ne pense pas qu'il va falloir faire des compteurs avec toutes les dates. Hein, sinon, les fiches de paye que déjà, à part les gestionnaires de paye, on regarde, les autres, ils ne les regardent pas beaucoup. Alors, si on rajoute de la complexité, ils les regarderont encore moins. Donc, vous voyez que ça, je vous parlais du cas simple, hein, des arrêts de moins d'un an. Alors maintenant, là, c'est une autre présentation parce que c'est ce que je propose de faire aux gestionnaires de paye. C'est la présentation qu'on a des compteurs dans notre logiciel de paye. Et donc, nous, FIBA, on est bleu. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'être bleu sur la nouvelle législation. Et je trouve que ça a le mérite d'être assez clair parce qu'en fait, je vais vous rajouter une autre colonne quand vous aurez la convention collective. Hein, parce que bien sûr, dans la vraie vie, en plus, on aura la convention collective. Donc, c'est pour ça que j'ai retenu cette présentation-là. Donc là, je vous fais donc toujours un cas d'arrêt maladie de moins d'un an. Hein. Le salarié, il est malade début mai et il reprend début janvier. C'est pour ça que j'ai entouré la date là de début janvier. Donc là, j'insiste pour bien que vous compreniez par la suite, là, à mai 2024, il n'est pas malade depuis plus d'un an, hein, puisqu'il est juste tombé malade là au mois de mai. Hein, peut-être que si je suis trivial, on va dire il attendait la nouvelle législation, il s'est dit c'est bon, la nouvelle législation est passée, paf, je suis malade au mois de mai, parce que là, la nouvelle législation s'applique complètement. Et donc, ça, j'ai écrit que c'est des jours qu'il a acquis au titre de son travail, et puis là, hop, on lui offre donc 2 jours au titre de la nouvelle législation. Et donc là, vous voyez, il a 29,5 hein, au lieu de 30, c'est toujours pareil quand on fait des cas pratiques, on peut faire ce qu'on veut. Et là, il est tout malade là, donc je lui donne 2 jours, 2 jours, 2 jours, je les mets en bleu hein, pour bien distinguer. Voilà. Et là, je vous l'ai mis en italique parce qu'en fait, comme il reprend le 1er janvier 2025, hein, dans le cadre des nouvelles résolutions, moi, je me suis positionnée au plus tard, au 31 janvier 2025, hein, il reprend le 1er janvier. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse le 31 janvier 2025? Il va falloir qu'on lui dise, eh ben, au titre de tes congés 2023-2024, tu as acquis 29 jours et demi et que tu vas pouvoir prendre d'ici le 30 avril 2026, hein, parce que tu as 15 mois pour les prendre par rapport à ta date de reprise. Quoi. Hein. Et qu'est-ce qu'on va lui dire aussi? Tu as aussi acquis 14 jours, hein, parce que je ne vais pas lui parler tout de suite de cela, puisque là, on se fixe hein, dans le rapport du temps à cette date-là. Tu as aussi acquis 14 jours, 2024-2025, mais cela, hein, comme tu as repris, maintenant quand tu es bien en forme, tu vas les prendre dans le délai normal. Hein, donc, comme c'est des congés 2024-2025, bah, tu pourras les prendre hein, jusqu'au 31 mai 2026. Donc, vous voyez qu'il aura des congés qu'il va pouvoir prendre jusqu'au 30 avril et puis d'autres congés jusqu'au 31 mai. Donc, c'est un peu tordu quand même. Hein, et ça, c'est parce qu'on est en France et qu'on a quand même voulu faire une législation plus favorable hein, que les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre. Donc, comme dit, là, on va dire pour une fois, vive la complexité, hein, puisque ça nous est favorable. Voilà, ça c'est pour les arrêts de moins d'un an. Et puis maintenant, on va parler des arrêts de plus d'un an à la fin de la période d'acquisition. Et donc là, vous allez dire, elle insiste lourdement, hein, mais c'est vraiment parce qu'il faudra bien distinguer les choses. Là, on est dans le cas de l'exception et l'objectif clairement affiché, c'est qu'il n'y ait pas de cumul ad vitam aeternam. Hein, l'objectif, c'est ça. C'est effectivement de permettre de faire perdre ces congés puisque les textes européens avaient prévu cette période de 15 mois à l'issue de laquelle les congés pouvaient être perdus. Donc là, on est bien en conformité avec le droit européen et on est donc moindre par rapport aux arrêts de la Cour de cassation. Alors là, les 15 mois de report débutent le dernier jour de la période d'acquisition. Je sais, il y en a qui vont se dire, non mais ça, elle l'a déjà dit, sauf que quand tu fais les applications pratiques, vous allez voir que pour moi,
il y a un peu une truanderie, mais je vous montre. Alors, je vous ai fait un exemple avec une période classique d'acquisition. Juin 2023, mai 2024. Ces congés-là, ils sont normalement à prendre d'ici fin mai 2025. C'est le principe toujours du décalage en France. D'abord, tu acquiers tes congés et puis tu les prends par la suite. Et là, on nous dit que la date de début du report, c'est le dernier jour de la période d'acquisition. Donc, en fait, c'est le 1er juin 2024. Et donc, là, c'est ça que je trouve dingue, c'est que du coup, les 15 mois, eh ben, ça va vous emmener jusqu'au 31 août 2025. Et alors que vous voyez, on a insisté sur 15 mois, ben moi, ce que j'ai dit à mes collaborateurs en avril, quand j'ai fait la première animation en interne, ben, grosso modo, ils gagnent 3 mois. D'accord? Mais ça, on ne va pas le dire parce que politiquement, ça ne sera pas correct, puisque finalement, ils ont quand même 15 mois pour les prendre. Mais vous voyez, par rapport aux salariés lambda, ça rajoute 3 mois. Et donc ça a amené de la confusion dans ma tête de me dire que finalement, ben, ils n'avaient pas vraiment 15 mois, ils ont 3 mois de plus. Et donc, au 1er septembre 2025, si les congés acquis au titre des arrêts de plus d'un an au 31 mai 2024, le salarié n'a pas repris avant cette date-là, eh ben, ils seront perdus, les congés. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de ce texte quand on est dans l'exception. Alors là, j'ai voulu vous faire des tableaux parce qu'en fin de compte, nous, quand on est sur les autres périodes, c'est quand même juste l'enfer de s'en sortir. Donc là, les tableaux, vous voyez, moi, je me les suis carrément édités parce que pour regarder les dates, parce que bien sûr, moi, quand je fais des sommes de tout compte, je suis sur des périodes antérieures. Là, ce matin, j'ai eu 2021, 2022, et ben, je trouve que c'est hyper arrangeant de voir ça. Donc là, je suis restée dans le politiquement correct en mettant plus 15 mois, mais vous êtes d'accord qu'on retiendra plutôt que c'est plus 3 mois par rapport aux dates qu'on avait habituellement. Et donc là, pour que la diapo elle soit bien en tant que telle, j'ai mis récap si plusieurs années, période légale, exception, arrêt de plus d'un an à la fin de la période d'acquisition. C'est-à-dire que ce tableau-là, vous n'allez pouvoir l'utiliser que dans le cas de l'exception avec un arrêt de plus d'un an à fin mai. Vous ne l'utiliserez pas pour le salarié qui a travaillé pour partie. C'est pour ça que je fais toujours des diapos de synthèse. Et là, j'ai quand même pensé à l'année civile parce qu'on a quand même quelques clients qui sont en année civile. Notamment, ça, on fait beaucoup pour les clients qui ont pas mal de forfaits jours. Comme les forfaits jours, généralement, sont gérés sur l'année civile, ben, c'est quand même plus pratique de raisonner aussi pour les congés en année civile, où on a aussi tous nos clients allemands, où les Allemands gèrent en année civile, et donc c'est aussi plus simple de passer sur l'année civile. Alors là, j'ai juste voulu vous faire une petite diapo. On va dire que c'est plus simple. Tu acquiers tes congés en 2024. Les congés que tu as acquis en 2024, ils sont à prendre à fin décembre 2025. La date début du report, toujours, je suis toujours dans mon exception, on est 1er janvier 2025, et ben eux, hop, ça sera 31 mars 2026. Quoi. Bon, c'est là qu'on dit que ça fait 15 mois. Donc effectivement, entre janvier 2025 et 31 mars 2026, ça fait 15 mois. Moi, je trouve que ça fait plutôt plus 3 mois. Et donc là, hop, ça sera perdu au 1er avril 2026. Et donc là, je vous ai refait le petit tableau, rebelote, pour savoir quand est-ce que c'est perdu. Notamment, je sais que ces petits tableaux-là, ils vont être beaucoup appréciés par les experts comptables et les commissaires aux comptes, pour voir justement les enjeux. Est-ce que ça vaut le coup de provisionner ou pas de provisionner, quoi. Voilà. Et je pense que dans plein de cas, ça ne sera pas hyper intéressant de provisionner, qu'on ne va pas arriver à des sommes vraiment significatives de là à passer une provision. Voilà, alors, je vous refais un cas pratique si l'arrêt se prolonge sur plusieurs années, parce que c'est bien de ça dont on parle. Donc, il s'agira de distinguer la période d'acquisition, et je vous ai fait un exemple. Le salarié est malade du 1er mai 2024 au 31 décembre 2026. Au 31 mai 2025, date à laquelle s'achève la première période de référence, donc 2024-2025, le salarié est malade depuis au moins un an. C'est-à-dire que là, je suis partie sur la période intermédiaire. Vous voyez, là, il est malade depuis le 1er mai. Donc, on parle de la période d'acquisition juin 2024, 31 mai 2025. Vous êtes bien d'accord que sur cette période-là, il est malade depuis au moins un an. Et donc, la période de report de 15 mois débute à cette date et s'achèvera le 31 août 2026. Et 31 août 2026, comme dans mon exemple, il est encore malade. Et bien là, le salarié n'ayant pas repris le travail à cette date,
du 31 août 2026. Les congés acquis au titre de la première période de référence complète, juin 2024, mai 2025, seront définitivement perdus. Alors, ah oui, je vous fais un cas pratique, alors que les congés là, acquis avant, ils vont avoir un autre traitement. Alors là, je vous ai fait un tableau qui, je sais, si vous ne l'avez pas en explication en live, mais c'est aussi pour ça que c'est bien de m'écouter en live et pour ceux qui n'ont pas pu me suivre, d'écouter le replay et pas juste de voir le PowerPoint. Je vous ai refait donc le cas pratique d'un salarié qui est malade début mai et qui reprend début janvier 2027. Pour que ça tienne sur la diapo, vous retrouvez un peu mon code couleur, où quand il a travaillé, il est en noir, et puis vous voyez que c'est 2 jours et demi, et quand on lui fait acquérir des congés à la faveur de la nouvelle législation, je me suis mise en bleu. Donc, je le fais lentement pour que ça soit bien pédagogique. Donc, là, sur cette période-là, il a travaillé, il est malade, c'est comme l'exemple de tout à l'heure, à partir du mois de mai. Donc, ici, les congés acquis de 2023-2024, normalement, il aurait dû les prendre jusqu'au 31 mai 2025, mais là, sur cette période-là, il n'est pas malade depuis au moins 1 an à fin mai. Donc là, on suit la règle, le principe, si les arrêts de moins d'1 an, 15 mois suite à la reprise. Comme dans mon exemple, il reprend en janvier 2027, qu'on fait l'histoire de 1 mois après la reprise, donc je le préviens le 31 janvier 2027, ces congés-là, il pourra les prendre jusqu'au 30 avril 2028. C'est pour ça que j'ai entouré la date ici, en disant c'est ça qui gagne, quoi. Vous voyez? Ensuite, sur les congés 2024-2025, hop, les 24 classiques, normalement, il aurait pu les prendre jusqu'au 31 mai 2026. Là, ici, on est bien d'accord, il est malade depuis au moins 1 an à fin mai. Et donc là, on a l'exception. Et donc, on dit, il peut les prendre jusqu'au 31 août 2026. Et c'est perdu s'il n'y a pas de reprise au 1er septembre 2026. Et comme dans mon exemple, j'ai mis qu'il reprenait qu'en janvier, et bien là, effectivement, c'est perdu. C'est pour ça que je vous les ai mis en rouge. C'est que là, on va les mettre et puis, hop, on pourrait débarrer, quoi. Alors que les congés acquis 2025-2026, eux, il peut les prendre jusqu'au 31 août 2027. Donc, c'est cette date-là qui va être retenue. Et donc là, je vous ai refait comme tout à l'heure. Il reprend en janvier 2027. Donc, on devra l'informer au plus tard le 31 janvier 2027 que le salarié a 29 jours et demi de 2023 à 2024 à prendre d'ici le 30 avril 2028, 15 mois après la reprise. 24 jours acquis 2025-2026 à prendre jusqu'au 31 août 2027. Là, c'est les 15 mois que j'ai appelés automatiques. Les 14 jours, donc c'est ces fameux-là bleus, parce que là, je me positionne au 31 janvier, donc c'est pour ça que je ne parle pas encore de cela. Alors, si vous voulez rajouter les 2,5, vous pouvez, mais moi, je parle des congés acquis avant, qui seront à prendre normalement, 31 mai 2028, puisque là, il a repris sur la période. Et là, alors ça, par exemple, on ne va pas le dire aux salariés, mais que ceux-là, ils auront été définitivement perdus. Voilà. Alors, je pense que ce tableau-là, il a le mérite d'être clair. Donc là, j'ai retravaillé avec Élise, notre juriste, ce matin, et je lui disais que je pense que je vais vouloir qu'on présente les choses sous cette forme-là pour justement, on voit, parce qu'en plus, je vous ai dit, on va devoir rajouter la convention collective quand elle existera pour choisir. Donc, je pense que je vous joindrai au support ce petit tableau-là que je trouve clair, mais enfin que je trouve clair, moi je suis dessus depuis le mois de mars. C'était tout sauf clair, encore jusqu'à hier. Voilà. Alors, sur nos logiciels de paye, donc, on a eu cette petite information de Silae. Donc là, pareil, vous voyez, ils veulent bosser à partir de maintenant. Ils suppriment la méthode qui permettait de faire tourner les compteurs normalement qu'ils avaient créés depuis, comment dire, octobre. Donc, comme dit, nous, on a très peu de dossiers qui l'avaient activé, mais donc ça, c'est important de revoir ceux qui nous l'avaient demandé. Ils disent aussi qu'ils vont prendre en compte les périodes de maladie non professionnelles dans les régularisations de soldes de congés payés là, au mois de mai. Donc ça sera quand même pas mal si c'est justement en automatique. Donc ça, il va falloir qu'on regarde ce que s'il a fait. Donc là, rebelote, il faudra distinguer, je dois sortir mes virements. D'ailleurs, je ne vais pas regarder. Ah ben, on a de la chance, ce mois-ci, ça tombe vendredi 31 mai, donc on est tranquille pour le mois. Mais donc, vous pourrez sortir les virements
Et puis, on pourra regarder éventuellement les compteurs encore début juin, avant la transmission des fiches de paye aux salariés. Je pense qu'il faut bien distinguer entre avoir fini les payes pour les virements et puis avoir fini les fiches de paye pour les transmettre aux salariés avec des compteurs qui sont justes. Là, ils vont tenir compte donc, du fait que pour les arrêts, accidents de travail et maladies professionnelles, ça tournera en automatique pour le futur. Donc là, vous voyez bien qu'il parle pour le futur. Et alors là, ça serait super. Il nous permettrait d'avoir un état de synthèse qui permet de détailler l'acquisition des congés payés au titre de la maladie pour les salariés concernés. Donc ça, vraiment, ça serait top. Et c'est aussi pour ça que je dis toujours que c'est important d'attendre. Là, par exemple, sur un dossier, on a eu un commissaire aux comptes qui nous a demandé fin avril de faire le calcul depuis 2009 sur le dossier. Ça a demandé un temps infini pour justement un montant non significatif. C'est toujours dommage quand on doit faire des choses à la main qu'on pourrait faire grâce à l'informatique. Et alors là, vous voyez, fin mai, donc fin mai, c'est fin mai, début juin. La nouvelle gestion en rythme de croisière, à partir de l'exercice commençant le 1er juin 2024, de l'acquisition des 2 jours de congé par mois au titre de la maladie non professionnelle. Voilà. Et là, l'autre chose qui serait intéressant, courant juin, des états permettant d'anticiper d'éventuelles régularisations des périodes antérieures pour les salariés ayant quitté l'entreprise ou étant encore présents à l'effectif. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'ils vont nous proposer en pratique, puisque vous voyez que ce n'est pas encore sorti. Donc peut-être qu'on aura des choses dans… Ah ben non, parce qu'on avait une mise à jour là aujourd'hui, donc je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui sont sorties dans la mise à jour de ce mardi ou on verra mardi prochain. Il faudra qu'on voit. En tout cas, si l'AE nous propose quelque chose, donc ça, moi, je tenais quand même à le souligner. Ça ne sera pas le cas, à mon avis, de tous les logiciels. Donc, en France, on est toujours critique. Moi, j'aime bien souligner aussi quand il y a des choses positives. C'est aussi important de le faire. Voilà. Et donc, en conclusion, pour les salariés en poste, au moment de la reprise du salarié malade, il faudra ajuster le solde de congé indiqué dans les compteurs. Pour ceux qui ne font pas figurer le compteur sur le bulletin, il faut réfléchir au mode d'information du salarié. Il faudra communiquer le nombre de jours à prendre et la date jusqu'à laquelle le salarié pourra les prendre en gardant une preuve de la date de transmission de l'information au salarié. Donc ça, c'était pour les salariés encore en poste. Et donc, je surveille l'heure. Ouais, ça va aller. Et donc, maintenant, on va parler des salariés sortis. Alors, les salariés sortis, on a donc le rappel des délais de recours avec pas de disposition spécifique prévue dans le texte. On nous a dit que c'était la prescription classique triennale. Et là, c'est bien parce qu'on a quand même été aidé par le Conseil d'État qui vous a reprécisé ce qu'était la prescription triennale pour les salariés sortis. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Les salariés ayant quitté leur employeur depuis plus de 3 ans à la date d'entrée en vigueur du texte, plus d'action possible. Et les salariés ayant quitté depuis moins de 3 ans à la date d'entrée en vigueur du texte, 3 ans pour jouir à compter de la date de fin de contrat. Donc c'est pour ça, et donc la date d'entrée du texte, vous vous souvenez, c'est 24 avril 2024. Bon, donc là, on va avoir un petit flottement. On va voir avec le Club social national, on travaille en partenariat avec le cabinet d'avocats Barthélemy, qui nous avait dit qu'il y avait des cabinets d'avocats spécialisés pour les salariés qui avaient tout de suite préparé des courriers à leurs anciens clients, donc salariés, pour leur dire vous pouvez attaquer votre employeur, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner. Forcément, ça fait du business. Là, on va voir si effectivement il y a plus de recours. Bon, pour l'instant, vous voyez que c'est sorti le 24 avril. Moi, à part les soldes de tout compte, je n'ai pas eu encore une flopée de sollicitations, ce qui nous arrange bien. Et donc, là, on a voulu, donc ça c'est bien, c'est une de mes collaboratrices qui m'a rappelé que dans le texte, ils ont prévu aussi cette petite règle qui, en pratique, ne va pas être très utile, mais je la remercie Valérie de m'avoir pensé à le rajouter parce que vous pouvez le lire et donc c'est un peu troublant. En fait, dans le texte, ils ont prévu de valoriser l'indemnité de congé payé à hauteur de 80%. Donc, nous, on s'est tout de suite dit qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie? Parce qu'en fait, s'agissant d'un salarié malade, le plus souvent, ça va être le maintien de salaire qui sera le plus avantageux que la règle des 10%, quand on va devoir valoriser les congés payés. Et c'est pour ça que sciemment, je vous l'ai mis sur la partie des salariés sortis, puisque je vous ai dit que pour les salariés encore en poste, j'insiste, c'est du droit à repos. On n'aura pas besoin de valoriser, puisque ça sera du droit à repos. Et donc, la loi, elle a prévu une valorisation à hauteur de 80%
pour les congés acquis à la faveur de la nouvelle législation. Mais alors là, j'ai voulu vous faire des maths basiques, mais que 2 jours ouvrables, au lieu de 2 jours et demi, ça vous fait les 80%. Donc là, j'insiste juste de dire qu'il ne faut pas faire un double prorata. Par exemple, en faisant 24 jours ouvrables de congés acquis et le salaire à 80%. Ce n'est pas ça que la loi veut dire. Mais c'est que, par exemple, si vous dites, ben moi, la valorisation des congés payés pour une année, c'était 3 000 €, et ben si je raisonne en euros, et ben j'aurai 80% de 3 000 €. Voilà. Donc, je trouvais que c'était intéressant de faire cette diapo parce que vous allez lire cette histoire de valorisation à hauteur de 80%, mais nous, en pratique, on s'est dit pourquoi ils nous ont prévu ça, ça n'apporte pas, ou alors on n'a pas vu encore ce que ça apportait, mais on pense plutôt qu'on sera généralement dans le maintien de salaire et qu'on ne se servira pas de cette règle-là. Et donc, on arrive à la partie sauf disposition conventionnelle plus favorable. Alors moi, vous savez, j'aime bien être très pragmatique sur mes supports. Et donc, j'ai demandé à ma collaboratrice Sarah, qui est actuellement en congé à Londres. Donc, Sarah verra le replay, mais elle ne nous suit pas en direct. Je lui ai listé les conventions collectives qu'on avait le plus fréquemment chez nos clients. Donc, si vous ne voyez pas votre convention collective, c'est peut-être que vous avez de la chance, que vous allez être sur la dernière diapo, ou il n'y a pas de disposition conventionnelle au titre des congés dans votre convention collective. Donc là, je me suis permise de prendre la présentation d'éditions législatives. Vous savez que nous, on a la chance d'être abonnés aux éditions législatives et donc leurs synthèses sont précieuses. Alors, quand on est sur des thèmes complexes, on va toujours dans le détail de la convention collective. Mais là, vous allez voir, je vous ai fait des petites captures d'écran. Enfin, Sarah vous a fait des petites captures d'écran des différentes conventions collectives. Donc là, je vais passer rapidement parce que, comme dit, j'ai essayé de mettre toutes les conventions collectives qu'on a le plus fréquemment. Bien sûr, je sais que je vais faire des déçus. Je sais qu'il y en a qui vont se dire « Ah, elle n'a pas pensé à nous », mais c'est parce que vous n'aviez pas une audience suffisante et donc on pourra les regarder après en pratique. Mais on a déjà mis pas mal de textes et donc vous aurez le support aussi à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez retrouver. Alors, pourquoi on parle des conventions collectives? C'est que la loi a tout de suite prévu que la convention collective puisse être plus favorable. Alors, là où elle peut être plus favorable, c'est sur ce délai de 15 mois. Par exemple, le délai de 15 mois, on a vu que c'était un minimum obligatoire dans le droit européen, mais vous pourriez avoir des conventions collectives qui prévoient 18 mois, 19 mois, ça éventuellement de prévoir. Par contre, les accords d'entreprise des usages, ça peut augmenter la période de report, pas la diminuer. Alors, quand je vous ai dit 19 mois, c'est que nous, justement, chez FIBA, les salariés peuvent prendre leur congé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit. Donc, en fait, c'est même plus que 18 mois, c'est 19 mois. Donc là, vous voyez, on est plus favorable. Donc, ça pourra perdurer. Et donc, là, je vous ai listé les dispositions conventionnelles plus favorables. Alors, là, par exemple, on a ameublement en fabrication. Forcément, le client, je les ai classés par ordre alphabétique pour que vous puissiez vous retrouver plus facilement. Vous voyez que là, dans la convention collective, il prévoyait que les absences assimilées à du travail effectif, ça tournait juste dans la limite de 2 mois. Et donc, là, dès qu'on a eu notre premier cas pratique avec Élise, notre juriste de la Moselle, eh ben, on a voulu se dire, il va falloir qu'on compare comme on fait de manière générale. Je fais tourner le compteur juste 2 mois. Si le salarié était malade que 2 mois, ça sera peut-être plus favorable. Mais s'il est malade 3 mois, 4 mois, vous voyez que la loi sera plus favorable. Et donc, on va faire toujours la même technique. On ne va pas faire tourner 2 mois et puis après la loi. On va faire soit la loi, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit. On va faire soit la loi, soit la convention collective. Vous voyez, il ne va pas falloir mélanger les textes. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je veux raisonner par colonne. Et on obtiendra le plus favorable au global. Donc là, par exemple, ameublement, c'est 2 mois. Ici, l'automobile, c'est mon premier cas pratique que j'ai eu au mois de mars. Alors, l'automobile, les compteurs tournent dans la limite de 3 mois. Et on a d'autres règles. Donc là, je prends le temps de le lire sur l'automobile parce que l'automobile, c'est les garages et c'est aussi les stations-service. Donc, ça représente quand même pas mal de salariés. Et donc là, on avait aussi la règle maladie pendant les congés payés, où là, je vous le lis, parce que vous pouvez le retrouver dans d'autres, et puis vous verrez que c'est notre diapo finale. En cas de maladie pendant la période de prise de congé, le salarié peut prendre les jours de congé dont il n'a pu bénéficier du maintien de sa maladie et qui n'ont pas été placés dans le compte épargne-temps dans un délai de 1 an. Donc, tiens, 1 an, moins favorable que les 15 mois de la loi. Donc là, ici, vous voyez, on pourra rayer et dire que maintenant, c'est les 15 mois.
Mais par contre, là, ce que j'ai trouvé très curieux, c'est que vous voyez que la convention collective avait prévu en cas de non-reprise du travail, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice de congés payés non soldée. Or, je vous affirme qu'on a déjà eu des arrêts de Cour de cassation qui disent que c'est impossible de payer des congés payés à des gens en poste. Donc, cette histoire de pratique de paiement pour les salariés non pris, eh ben, je l'ai appliquée justement parce que j'étais sur un solde de tout compte. Et donc là, avec l'avocate, on a considéré qu'on ne pouvait pas faire perdre les congés acquis au moment où j'ai fait les règles de la convention collective qui étaient plus favorables. Hein, donc là, sur cette histoire, ça tournait encore pendant 3 mois, parce que la convention collective avait prévu cette règle-là, que le salarié ne les perdait pas, hein, puisque il bénéficiait d'une indemnité compensatrice de congés payés. Alors ensuite, le bâtiment. Alors le bâtiment, vous voyez, on a 2 textes. On a le texte pour les cadres, hein, les absences, je ne vais pas toutes vous les lire, hein, sous le reste, au moins 120 jours de travail. Bon, vous voyez, continu, discontinu, hein, pour les étames. Hein, comme dit, je vous laisserai en prendre connaissance quand vous recevrez le support. Bureau d'études, alors là, on a période indemnisée assimilée à du travail effectif. Donc là, on va avoir cette notion de période indemnisée. Alors ici, vous voyez, juste indemnisée. Il y a des conventions collectives qui sont plus précises. Absence pour maladie intégralement rémunérée, c'est dans l'immobilier. Et là, c'est sympa, le syndicat, il a été précisé que intégralement rémunéré, c'est 100%. Parce que ça, par exemple, j'ai en tête certaines conventions collectives où il y a une indemnisation, à un moment, tu tombes à 90%. Donc, c'est important de savoir. Hein, mais vous voyez que là, ils ont dit intégralement rémunéré. Qu'ici, c'est indemnisé. Donc, indemnisé, ça peut être plus favorable que intégralement rémunéré dans l'immobilier. Import-export, donc ça, on l'a beaucoup pour nos clients filiales de sociétés étrangères. Pareil, indemnisé. Hein, donc, on regardera au cas pratique. Les industries pharmaceutiques, donc ça, c'est un gros dossier chez nous. Maladie et congés payés, absence pour maladie ou accident, indemnisé par l'employeur, assimilé à du travail effectif. Alors ça vous aide aussi à souffler, à vous dire, ah bah oui, mais bon, si on avait déjà ces règles-là dans notre convention collective, c'est que nous, le compteur, il a tourné normalement. C'est pour ça que je dis, n'imaginez pas que ça va être un tsunami, ces règles-là. Vous voyez que dans ces dossiers-là, les compteurs de congés, hein, tournaient encore. Hein. Et là, vous voyez, il n'y avait pas de délai. Hein. Le salarié malade empêché de prendre ses congés, prise des congés après la reprise du travail. Donc là, on ne disait pas 1 an, 15 mois, rien. On disait qu'il allait les prendre au moment de la reprise. Les journalistes, alors ça, c'est parce que Sarah, elle s'occupait avant d'un dossier de journaliste, donc elle a voulu nous les mettre. Et donc là, vous voyez, ils nous mettent à plein tarif. Hein, les absences indemnisées à plein tarif. Donc plein tarif, on suppose que c'est 100%. Hein. La métallurgie, alors qui nous a donné beaucoup de fil à recoudre début d'année. Donc là, je vous ai mis les nouvelles dispositions. On avait déjà vu qu'il n'y avait pas de dispositions transitoires en matière de maladie. Donc là, vous voyez que c'est fonction de la classification ABCDE. Donc ça, je crois que c'est les non-cadres. Et puis en fonction de l'ancienneté, bon, vous voyez, ça va tourner. Mais donc, pour les arrêts antérieurs, il faudra qu'on aille regarder comment ça avait tourné sous l'empire des anciennes conventions collectives. Là, vous voyez que pour les salariés, alors, comme dit, je ne sais plus si c'est déjà les cadres en F, mais vous voyez que ça tourne pendant 1 an, quelle que soit l'ancienneté du salarié. Donc, on a des règles plus favorables. Alors, pareil, on fait les payes de la chambre des notaires et de quelques notaires. Là, pareil, rémunéré, c'est aussi assimilé à du travail effectif. On arrive déjà à la lettre P. Donc, si vous n'avez pas vu encore votre convention collective, c'est que vous allez être sur la dernière diapo. Autre cas pratique que j'ai eu avec une pharmacie d'officine. Et donc, les périodes de maladie assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de 6 mois par an pour les cadres et 2 mois par an pour les non-cadres. Et là, on regarde, vous voyez, par chaque période de référence. Et là, de nouveau, il te parle que tu pourrais payer des congés. Alors qu'on a des arrêts de Cour de cassation qui disent que c'est prohibé. Alors là, attention, ce n'est pas parce qu'une convention collective te dit quelque chose que ça a une valeur juridique. Sport, puisque vous savez qu'on fait les payes notamment de la SIG et puis aussi de club de foot. Donc là, rebelote, période de maladie, indemnisée, assimilée à du travail effectif. Voilà. Et voilà, toutes les conventions collectives qu'on a été regardées qui ne prévoient rien. Donc, boulangerie, pâtisserie, entreprise artisanale. Attention, je sais que ça existe aussi, entreprise industrielle, donc ça, on n'a pas été voir. La coiffure, commerce de gros, hôtel, café, restaurant, on n'a rien.
hein. Plasturgie, ça c'est pour Christine. Promotion immobilière, hein, on a aussi un très gros dossier dans la promotion immobilière. Restauration rapide, service à la personne, transport routier. Tout ça, il n'y a pas de disposition conventionnelle. Ça veut dire que là, on aura juste les dispositions légales et bien sûr, hein, comme je vous ai mis 3 petits points, sauf dispositions conventionnelles, également sauf accord d'entreprise plus favorable. Quant au délai du report, on en a parlé, mais aussi quant au nombre de jours de CP maintenus. Alors là, par exemple, j'ai une question de Céline qui me demandait, ben nous, Annabelle, on donne 4 jours pour l'ancienneté. Et ben, il va falloir revoir, et donc j'ai été regarder, ce n'est pas dans leur convention collective, hein, c'est-à-dire que c'est un usage dans l'entreprise qui a prévu, ils ont voulu faire des jours d'ancienneté, ben, il va falloir voir si quand on a mis en place cet usage, on avait déjà parlé des malades. Hein. Est-ce qu'on avait des prévus? Et puis, quelle était notre pratique antérieure? Est-ce que quand on avait des gens qui étaient malades, est-ce que quand ils avaient été malades, peut-être que pour partie sur l'année, eh ben, on leur avait maintenu les 4 jours. Par contre, est-ce que quand ils avaient été malades sur toute la période, est-ce qu'on leur avait donné les 4 jours? Vous voyez, c'est ces arbitrages-là qu'il va falloir faire. Hein. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai proposé qu'on me soumette tous les cas pratiques, parce qu'on est fort des exemples, hein, puis de regarder. Et donc, maintenant, j'ai pas mal de collaboratrices qui ont travaillé dessus. Donc, elles regardent déjà entre elles ou entre eux, parce qu'on a aussi des gestionnaires de paye garçons, je ne les oublie pas. Hein, et puis, on me soumet un peu les cas tordus. Et alors, j'ai vu avec Davis qu'il était 11h25 et que j'en suis à la diapo 50 et que j'ai, je crois, 55 diapos. Donc, ça sent bon. Je vais pouvoir répondre à des questions. Donc, j'ai déjà eu quelques petites questions. Vous allez pouvoir m'en poser d'autres. Et bien sûr, s'il n'y a pas de questions parce que tout était clair, j'en serais ravie. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? Voilà, dernière petite diapo que donc Élise a voulu mettre. C'est la dernière divergence entre le droit européen et le droit français que le gouvernement n'a pas voulu régler. Donc ça, on verra, il y aura peut-être un nouveau passage en force lors d'un prochain arrêt de cour de cassation. Donc je l'ai déjà un peu évoqué à la faveur des dispositions conventionnelles. C'est le cas de la maladie qui tombe pendant les congés du salarié. Alors là, toujours pareil, je vous rappelle les principes. Actuellement, en droit français, on doit différencier 2 situations. Soit l'arrêt débute avant les congés payés, et donc là, nous, en pratique, on dit c'est la maladie qui gagne, le salarié n'est pas en congé. Mais par contre, quand l'arrêt débute après les congés payés, là, on dit, dans la loi actuellement, enfin, dans le droit du travail français, là, on dit que le salarié est en congé. Par contre, on peut faire une attestation de salaire pour maladie et le salarié peut toucher les indemnités journalières de sécurité sociale, hein, quand on est dans ce cas-là. Et ça, ce n'est pas conforme au droit européen. Et donc là, rebelote, je vous rends attentif, il y a certaines dispositions conventionnelles qui se sont déjà mises sur la jurisprudence européenne. Parce que pour la jurisprudence européenne, le salarié bénéficie du droit au report de ses congés dont il n'a pas pu bénéficier du fait de son arrêt maladie. Et là, on se dit que c'est un peu dommage que comme le gouvernement, là, l'objectif de la loi de Dadu, c'était de se mettre en conformité sur toutes ces questions de congés payés, eh ben, il ne l'a pas fait. Mais on a déjà une jurisprudence française là, donc de 2022, hein, c'est la Cour d'appel de Versailles, donc ce n'est pas encore la cour de cassation, qui là avait prévu le salarié peut prétendre au report des congés payés hein, s'il y a une maladie pendant ses congés. Donc là, rebelote, si vous avez ce cas-là, bon, ben, de le regarder, on va dire, avec un regard de bon père de famille, d'aller checker hein, de savoir si dans votre convention collective, il n'y a pas déjà un alignement avec le droit européen pour savoir si effectivement hein, vous lui faites perdre enfin vous le laissez en congé, mais à ce moment-là, j'insiste, on peut quand même faire une attestation de salaire et il touche les IJ de sécu. Mais bon, par exemple, s'il est malade 3 jours, hein, il n'aura pas d'IJ de sécu. S'il est malade 5 jours, il aura 2 IJ de sécu. Donc vous voyez bien que c'est quand même moins favorable que de dire que les congés sont reportés. Voilà, alors, je crois que c'était ma dernière diapo, vous voyez, temps d'échange. Donc, c'est à vous. Et alors, donc, du coup, j'ai quelques petites questions. Mais alors, j'en ai qu'une, donc n'hésitez pas à m'en poser d'autres pour ce temps d'échange. Et sinon, ça sera très bien. Je pense que vous êtes aussi rincés après 1h30 de présentation. Alors, Marie-Paul m'a dit « Bonjour, salarié malade depuis septembre 2022. Inaptitude, invalidité probable d'ici dès septembre 2024. » Donc là, vous voyez, moi, ce qui va m'arranger, c'est ce que j'avais déjà un peu prévu de faire,
c'est qu'on va essayer de remonter. Ah oui, sauf que septembre 2022, je ne vais pas vous l'avoir fait. Donc, on va essayer de réfléchir ensemble à septembre 2022 et en remontant. Alors, non, je ne vais pas remonter, ça ne va pas être pratique. Je vais rester sur cette diapo-là. Septembre 2022. Donc, déjà, il va avoir travaillé sur les congés, je vais l'écrire. Et comme ça, je regarde si on a d'autres questions. Septembre 2022. Donc, on a les congés, vous êtes d'accord, de 2021 à mai 2022 pour lesquels il va avoir travaillé. Ceux-là, ils vont suivre la règle particulière de dire qu'ils seront, on va dire, jamais perdus, hein, puisque le salarié n'aura pas repris, hein, sur cette partie-là. Par contre, sur les congés 2022-2023, eh ben, c'est pareil. En mai 2023, il n'aura pas un an. Vous voyez, c'est le travail qu'il va falloir qu'on fasse. En mai 2023, il n'aura pas un an d'arrêt puisqu'il est malade que depuis septembre 2022. Donc, vous voyez, on s'attaque au congé 2023-2024. Hein, et là, comme Marie-Paul me disait que, a priori, comment dire, on pensait qu'il allait être en inaptitude en septembre 2024. Vous êtes d'accord que les congés de 2023-2024, il avait jusqu'en août 2025, hein, pour les prendre. Donc là, il n'y aura pas de congés perdus, si c'était la question de Marie-Paul. Ça veut dire que les congés de 2021-2022, on aura le nombre de jours qu'il avait acquis dans son compteur qui vont être à payer. Sur les congés 2022-2023, eh ben, juin 2022, juillet 2022, août 2022, il va avoir eu par exemple les 2 jours ouvrables, 2,5 jours ouvrables et après seulement 2 jours, mais il ne les perdra pas. Et puis au titre de 2023-2024, il aura 24 jours ouvrables. Donc vous voyez que la perte des congés, ça sera quand même assez rare, hein, parce que c'était intéressant d'avoir l'exemple de Marie-Paul. Il est quand même malade depuis septembre 2022 et vous voyez qu'on ne va pas réussir à en faire perdre. Voilà. Après, j'ai Julien qui me pose une autre question. Donc, en cas de maladie, sur plusieurs années, il y a une divergence dans les délais de prise de congé. Ouais. Dans l'exemple, les congés les plus anciens ont le délai le plus long. Oui, tout à fait, Julien, puisqu'en fait, là, on doit, comme ils ont moins d'un an à fin mai, on doit attendre leur reprise. Et ils ont 15 mois, voilà. Et donc, ah oui, dans quel ordre seront pris les congés? Ben ça, on va supposer que le salarié va prendre ceux qui risquent de perdre le plus rapidement. Ça, c'est vrai que la loi ne l'a pas précisé, de savoir si on solde d'abord les congés les plus anciens ou ceux perdus les plus rapidement. Mais on supposera qu'ils vont faire au plus favorable pour le salarié. Donc, d'abord, solder ceux qui risquent de perdre le plus rapidement. Ah, je souris parce que j'ai une question de Sandra sur le temps partiel thérapeutique. Mais alors, sur le temps partiel thérapeutique, Sandra, là, on va dire que c'est assez simple. Comme le salarié travaille à temps partiel, là, c'est les règles des salariés à temps partiel qui s'appliquent et les salariés à temps partiel acquièrent leur congé de la même manière que les salariés à temps complet. Donc ça, souvent, on a du mal à vous l'expliquer. Mais en fait, il faut revenir au principe qu'en France, on acquiert 5 semaines de congé. Et donc, sur ces 5 semaines de congé, on se moque de savoir si le salarié travaille 35 heures, travaille 39 heures, travaille 20 heures, ou, je pousse toujours le bouchon plus loin, travaille 1 jour par semaine, parce que le fait de prendre l'exemple de quelqu'un qui ne travaille qu'1 jour par semaine, on lui donne 5 semaines de congé, donc par exemple 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés de congé. Mais en fait, dès qu'il va prendre, par exemple, si c'est quelqu'un qui travaille que les samedis, c'est ce qu'on a par exemple dans la restauration, mais dès qu'il prendra un samedi, on lui fera disparaître une semaine de congé. Hein, donc en fait, les salariés à temps partiel, eux, ils acquièrent leur congé normalement. Donc eux, ça ne sera pas un problème, on n'aura pas à les regarder, sauf que souvent, avant d'avoir été en temps partiel, ils ont été en maladie. Donc on aura plutôt le cas de la maladie à traiter. Et voilà, Magali s'intéresse déjà au replay, donc ça, on va vous le faire suivre là, comme vous êtes inscrit par mail, et puis ça sera aussi sur le site de FIBA. Et puis, je vais vous joindre aussi, comment dire, le PowerPoint, hein, parce que comme dit, le PowerPoint, ça vous permettra aussi de retrouver mes petits tableaux synthèse, mes petits cas pratiques. Et donc, je vais demander aussi à la com de joindre le petit tableur Excel dont je me suis servi, hein, pour faire les petits cas pratiques. Alors ensuite, on a Sandrine qui me dit, pourrait-on voir ensemble un cas d'arrêt maladie de moins d'1 an
mais avec plusieurs petits arrêts sur la même période de référence. Alors là, pareil, Sandrine, je ne vais pas vous le faire en direct, mais ce qu'on suppose, c'est qu'on va avoir ce délai de 15 mois qui va se décaler dans le temps, quoi. Donc, c'est plus ça qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui aura été malade, ben là, comme je vous avais fait, moi, je vous avais fait un premier cas pratique où la personne était malade, je crois, jusqu'au 15 septembre, et puis on avait vu qu'il y avait donc un report, je crois, de mémoire jusqu'au 15 janvier 2026, pour quelqu'un qui était malade du 1er juin au 15 septembre 2024. On avait dit qu'il bénéficierait d'un report pour ces congés-là jusqu'au 15 janvier 2026. Et bien, à supposer que, par exemple, la personne soit de nouveau malade en janvier 2025, on va se faire juste un petit cas, il est malade en janvier 2025. Et bien, en février, il faut qu'on le prévienne que là, il a le droit de nouveau à 15 mois à partir de février. Et c'est pour ça que je disais que moi, pour compter les histoires de 15 mois, en fait, je fais 1 an. Donc, ça veut dire que là, ces congés de janvier 2025, ça sera jusqu'en 2026, plus 3 mois, donc mars, avril, mai 2026. Donc, vous voyez, il aura pour partie des congés à prendre jusqu'au 15 janvier 2026 et puis pour partie des congés à prendre d'ici mai 2026. Donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on voit comment on va pouvoir mettre ça en musique sur les fiches de paye. Alors, Atiyaté, elle me pose cette question-là. Je peux alors comprendre que pour les arrêts de maladie de courte durée, comme 2 jours ou bien 1 semaine, il n'y a pas d'influence avec la nouvelle loi. Exactement, c'est ce qu'on appelait la durée d'équivalence, ou quand on disait quand on avait eu des arrêts de moins de 4 semaines sur toute une période, on avait ces congés tout à fait de manière normale. Et après, il y a quelqu'un, Stéphanie. Donc, il y a quand même des questions. Pouvez-vous revenir sur la dernière diapo d'exemple d'arrêt d'un salarié toujours présent s'il reprend le 1er janvier 2027, la date de report? Alors, attendez, on va revenir sur cet arrêt-là pour Stéphanie. De toute façon, Stéphanie, je pense qu'il y en a, ceux qui restent, ils veulent avoir ces exemples-là. Donc, ça doit être cet arrêt-là. Alors, je cache juste ça, voilà, pour qu'on revienne là. Alors, donc, Stéphanie veut me dire, alors, je reprends. Il reprend en janvier 2027, donc ça, c'est le cas. La date de report des congés de 2024. Ah, voilà, alors, Stéphanie, elle veut me parler du 30 avril. C'est vrai que ça, je ne vous en ai pas parlé. Alors, attendez voir, je vous remets sur cette diapo-là, parce que moi, j'en ai parlé avec le Conseil national et j'ai dit que ça, je n'allais pas vous en parler, parce que je trouve que c'est juste une horreur absolue, mais je vous en parle parce que Stéphanie veut que je vous en parle. Mais alors là, c'est que pour ceux qui adorent. Ceux qui n'aiment pas, là, n'écoutez pas, bouchez vos oreilles. C'est qu'en fait, la période d'acquisition, là, quand je dis les congés qu'on a acquis de juin 2023 à mai 2024, je vous l'ai simplifié en vous disant que ces congés-là, on allait les prendre de juin 2024 en mai 2025. Parce que tenez-vous bien, dans les textes, c'est pas ça. Les congés acquis de juin 2023 à mai 2024, on a 4 semaines qu'on doit prendre entre le 1er mai, donc vous vous rendez compte, avant la fin de la période d'acquisition, entre le 1er mai et le 31 octobre. C'est ça les textes en France. C'est-à-dire que normalement, on doit prendre 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. Et ça, quand on ne les a pas pris, vous savez, c'est ça qui génère du fractionnement. Et la 5e semaine, qu'on a obtenue grâce au Front populaire de 1936, celle-là, elle est à prendre au 30 avril 2025. Mais alors là, moi, je me suis dit, c'est déjà hyper compliqué, donc je n'ai pas voulu vous embrouiller avec 30 avril, etc. Surtout que j'ai dit à Gaël, dans la pratique, on a plein d'entreprises qui, quand ils ne disent pas 31 mai, ils disent 30 juin. Moi, par exemple, chez Secal, mon précédent employeur, on avait le droit de prendre nos congés jusqu'au 30 juin. Donc, je me suis dit, je ne vous embrouille pas avec ça. Mais alors donc, là, Stéphanie, elle voulait quand même en reparler pour me chatouiller sur la date que j'avais mise. Alors, on regarde le cas pratique. Hop. Donc, Stéphanie me disait, est-ce que ce ne serait pas plutôt la date de report des congés de 2024? Alors, ouais, mais 2024, on ne sait pas bien lesquels dont elle parle, parce que je ne sais pas si c'est 2023-2024 ou 2024-2025. Ne serait-ce pas le 31 mars 2028, reprise janvier? Ah voilà, oui, alors ça ne me pose pas de problème, Stéphanie. Donc là, on est bien en phase. Je n'ai pas mis 31 mars 2028 parce que j'ai supposé qu'on l'informait le 31 janvier 2027. C'est-à-dire que moi, je sais quand même que j'ai beaucoup d'employeurs qui ne vont pas me dire
le 1er janvier. Puis là, et typiquement le 1er janvier 2027, quand on va m'annoncer que ça y est, il a repris, je pense que je ne vais pas faire un courrier spécifique et qu'en fait, je vais l'informer avec la fiche de paye du 31 janvier 2027. C'est pour ça que j'ai rajouté un mois. Mais effectivement, si dans les entreprises, vous informez pile le 2 janvier, et ben à la limite, comme le disait Stéphanie, ça ne sera pas le 30 avril, mais entre le 1er janvier et 15 mois, ça nous ramènerait au 31 mars. Donc, je suis d'accord avec Stéphanie, c'est les 15 mois par rapport à la date d'information. Mais comme dit, comme nous, on a un mois pour reprendre, j'étais partie sur le 31 janvier. Et puis alors, Sandrine, elle a un autre cas. Mais alors là, ça devait être dans une discussion parce qu'elle m'écrit genre, il a acquis 30 jours au 31 mai, il est malade du 1er juin. Ah ben c'est ça, c'est l'exemple que j'ai fait. Mais donc ça, Sandrine, je vous ai peut-être répondu entre-temps. Et alors, Christine, on considère la maladie dès le 1er jour pour commencer à appliquer la nouvelle règle, ou faut-il toujours que l'arrêt soit supérieur à 4 semaines? Oui, ben c'est ça. En fait, Christine, et puis alors de mémoire, dans la plasturgie, non, on a dit que tu n'avais pas de règle dans la plasturgie. Mais ça, on va laisser quand même gérer Silae comme il le faisait. Comme on l'a dit avec la TIAT, les petits arrêts, les compteurs, ils tournaient toujours. Puisque, en fin de compte, si à la fin d'une période légale d'acquisition, on arrive à avoir 12 fois 4 semaines, le compteur, il a tourné normalement. Mais ça sera encore géré par notre logiciel de paye. Je ne me fais pas de soucis. Alors, Isabelle, est-ce que ça s'applique pour tous les arrêts maladie, y compris ceux inférieurs à 3 jours rémunérés par l'entreprise? Ben là, rebelote Si on dit que c'est des petits arrêts, on a le principe d'équivalence, donc là, la nouvelle législation ne va pas s'appliquer. C'est ce qu'on a dit avec Gaël. Le nouveau texte n'est pas revenu sur ce qu'on faisait de manière antérieure, c'est-à-dire la durée d'équivalence des 4 semaines et l'arrondi à l'unité supérieure. Donc, vous voyez que sur un arrêt de quelques jours, ça ne jouera pas. Et heureusement, c'est quand même la majorité, on a des petits arrêts. Alors, Magali, qui est une collègue de Filles d'Union. Alors, un salarié était malade du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024. On lui applique la DADU, donc on lui rajoute 4 mois fois 2 jours, soit 8 jours. Son compteur de CP au 31 mai, où on ne fait rien, car la DADU applicable qu'à compter du 24 avril. Eh bien non, ça justement, Magali, tu fais bien de me reposer la question, parce que justement, sur la rétroactivité, parce que moi, j'ai redemandé ça justement à Gaël hier, comment dire, sur la rétroactivité, je crois que c'est la diapo juste avant, alors c'est pour ça que je voulais revenir sur la diapo d'avant. Alors là, j'ai peut-être fait des bêtises, non, je peux remonter, voilà, elle est là. La rétroactivité, et la rétroactivité, elle a bien prévu aussi sur l'acquisition des 2 jours ouvrables par mois. Et donc, c'est vraiment, on doit l'appliquer, la loi DADU, y compris pour les arrêts passés. Donc là, en fait, je vous reprends la question de Magali. On dit que la loi, elle entre en vigueur le 24 avril 2024, mais comme la loi a prévu une application rétroactive à compter de toutes les périodes à partir de 2009, on doit bien lui donner 2 jours ouvrables pour le passer, quoi. Et par contre, elle me dit, est-ce qu'on attend les demandes des salariés? Ça, on peut attendre les demandes des salariés parce que c'est ce que je vous mettais aussi, c'est qu'il n'y a pas d'automatisme de prévu. Alors, c'est là qu'il va falloir qu'on dose de savoir est-ce que ça vaut le coup d'attendre ou est-ce que, notamment, moi, je pense que ça vaudra le coup d'attendre pour les salariés qui n'ont pas repris. Voilà. Et après, ça sera des décisions du chef d'entreprise. Et là, ça, par exemple, j'ai insisté, je demande à parler aux dirigeants. C'est-à-dire qu'à moins que le dirigeant me dise non, non, c'est bon, vous pouvez voir ça avec la DRH ou avec la personne qui est en contact avec nous pour les payes, mais je trouve que c'est vraiment une décision du dirigeant, ça relève de son pouvoir de décision. Avec le délai de prévenance de 1 mois, cela reporte bien au 30 avril. Voilà, ça c'était l'autre question. Faut-il informer dès ce jour les salariés ayant été en maladie ou en AT dernièrement, même si nous ne respectons pas 1 mois d'information? Ben ça, c'est pareil, ça fait partie de l'arbitrage. Alors, comme dit, moi, vu le peu de contentieux qu'on a eu depuis le 13 septembre, j'ai plutôt tendance à dire qu'on va attendre.
hein, les sollicitations des uns et des autres. Et après, quand on aura des sollicitations des uns et des autres, comme je suis en relation par exemple avec des DRH dans des grosses entreprises, je pense aussi qu'on va pouvoir dire entre quatre yeux, notamment des gens qui remontent sur des périodes il y a très très longtemps, non mais tu sais, nous on s'est dit qu'on ne voulait pas l'appliquer en direct, si tu veux qu'on l'applique, eh ben, il faut que tu saisisses le conseil des prud'hommes. Et alors ça, moi j'en ai déjà parlé à mes collaborateurs, quand tu es en poste de saisir le conseil des prud'hommes, hein, c'est quand même un peu touchy. Hein, moi, je vois bien quand j'ai des nouvelles collaboratrices, quand elles ont présenté leur démission à leur ancien employeur, souvent ça se passe mal, hein, il y a quand même beaucoup de rancune. Bon, donc saisir le conseil des prud'hommes quand tu es en poste, voilà. Alors que pour moi, économiquement, hein, c'est aussi ça qu'il faut qu'on se dise. Et puis après, on peut aussi regarder la relation de travail en globalité. D'accord, peut-être qu'on ne t'a pas fait tourner ton compteur de congé en 2012 quand tu étais malade, mais en globalité, est-ce que tu es content de tout ce qu'on t'apporte par ailleurs dans le job? Vous voyez, ça peut peut-être amener les salariés aussi à réfléchir. Et puis, par exemple, là, dans beaucoup de secteurs, on est en pénurie de personnel. Bon, bah, d'accord, tu veux des congés, mais alors moi, comment je m'arrange pour traiter la charge de travail, hein? On a aussi la problématique des gens, parce que je disais, il y a des salariés qui vont dire, mais si c'est ça, moi je prends mes congés, je ne viens plus travailler les lundis, les mercredis et les vendredis. Vous voyez, ça c'est des jours qui vont avoir du succès pour apurer les congés. Mais je pense aussi qu'il y a des entreprises où on travaille par cycle, hein, des roulements par 4 semaines, etc., où ça ne sera pas possible. Et donc, ça ferait des distorsions dans les entreprises entre éventuellement, on va dire, du personnel qui pourrait effectivement ne plus travailler ces jours-là, et puis des gens qui sont par cycle, et puis qui, eux, ne pourront pas prendre un jour de ci, de là. Et même d'un point de vue médical, il va falloir qu'on en parle, parce qu'on va avoir des salariés qui vont être en fin d'arrêt. Donc pareil, hein, il y a des gens qui seront très contents, j'en ai bien conscience. Mais on a aussi des gens où on sait, hein, et d'ailleurs c'est pour ça que le temps partiel thérapeutique existe, le fait de revenir au travail, ça favorise, hein, le bien-être, le retour dans une meilleure santé. Donc si on leur dit, bon ben, d'accord, mais tu as 65 jours, donc finalement on te revoit dans 2 mois, vous voyez, médicalement parlant, ça ne sera peut-être pas optimal. Hein, donc tout ça, il faudra bien y réfléchir. Alors maintenant, j'ai une autre question de Cynthia. Pour un salarié en ATMP, le compteur tourne normalement. Les congés sont-ils à prendre dans les 12 mois et non 15 mois comme les autres arrêts maladie? Non, non, là, par contre, effectivement, eux, ils vont acquérir plus de jours de congés que pour la maladie, hein, si on parle pour l'avenir, mais on aura aussi ce délai de 15 mois au moment de la reprise. Hein, on va leur appliquer ça. C'est-à-dire que pour les salariés, maintenant, on a le compteur qui tourne normalement. Et tant qu'ils n'ont pas repris, la période de report n'a pas débuté. Et par contre, c'est vrai que pour le futur, on aura aussi peut-être cet automatisme on leur aura donné 30 jours donc pour le futur. Le délai, comme ça fera plus d'1 an qu'ils sont en arrêt maladie au mois de mai, le délai commencera tout de suite en automatique. Et s'ils n'ont pas repris au 1er septembre, boum, finalement, ils seront perdus, quoi. Alors, Charline. Pouvez-vous repréciser l'acquisition des congés dans le cas où le salarié est en arrêt non professionnel en janvier 2024 pour une courte durée? Eh bien ça, là, alors donc un arrêt non professionnel en janvier 2024, donc avant la loi, pour une courte durée, je dirais que pour une courte durée, Charline, ça ne va rien faire. Parce que pour une courte durée, si on est en jour ouvrable et que vous n'avez rien dans vos dispositions conventionnelles, il ne va pas avoir acquis 2,5. Mais à la faveur des arrondis du mois de mai, de toute façon, on va revenir à 30 jours ouvrables. Vous voyez, sur un arrêt, là, dans votre cas pratique, vous êtes sur une semaine. De toute façon, là, la nouvelle législation, ça ne fera rien. Alors, si je prends un autre exemple, Charline, où par contre, je dis qu'on est à, par exemple, 3 semaines d'arrêt. Pour que ça soit plus favorable, il faudrait que j'ai 3 semaines d'arrêt. Et je raisonne en jour ouvrable pour bien qu'on raisonne tous dans la même chose. 3 semaines d'arrêt, on va dire que son compteur, il va avoir tourné à hauteur, hein, je vous fais 2,5 fois, on va dire qu'il a travaillé une semaine, 7 jours, voilà. On va dire qu'il a acquis que 0,56 au titre de ces 7 jours de travail. Et après, sur les autres jours, donc 31 moins 7, je note que j'ai dit 0,56 parce que sinon je ne vais plus m'en souvenir, 24. Ah oui, quand même, hein, dans notre métier, tous ceux qui se disent à quoi ça sert les maths, c'est ça. Hein. Et puis la règle de 3, elle a du succès chez nous. Donc,
après, il va acquérir. Donc là, je l'ai fait 2 jours et demi fois 7 31e. Et donc, j'étais arrivé à 0,56. Et après, je vais lui faire acquérir que 2 jours. Et donc, pour le reste de sa maladie, 31 moins 7, 24 31e. 2 fois 24 31e, je cligne, 1, 54, 80. Et donc, quand je vous fais la somme des deux, 1, 54, 80 plus 0, 56, 60, on est à 2, 11, 3. Et donc là, si on se dit que pour tous les autres mois, il a acquis ses congés normalement, donc 11 fois 2,5, ça veut dire qu'il a 27,5. 27,5 plus 2,11, 3. On a 29,61,3. C'est pour ça que moi, j'aime bien prendre vos cas pratiques. Parce que 29,61,3, avec la règle de l'arrondi supérieur, il est à 30 jours. Alors que là, j'ai fait 3 semaines d'arrêt maladie. C'est pour ça que je vous ai dit, la question ne se pose que pour des longs arrêts maladie. Et en plus, si votre convention collective n'a pas prévu de règles, ou comme on l'a vu, le compteur, il tourne les 2 premiers mois, les 6 premiers mois, etc. Voilà. Mon ticketing. Donc, une salariée, à Sandra m'écrit, donc une salariée absente depuis novembre 2022, c'est à appliquer. Et donc, Sandra, comme là, on est entre nous, c'est à appliquer si la salariée reprend. Donc, moi, je l'appliquerai pour quelqu'un qui est absent depuis novembre 2022. Et ben, tant qu'elle n'a pas repris, on n'a pas d'obligation de mettre à jour son compteur. Donc, on peut aussi se dire, on attend de voir quand est-ce qu'elle reprend. On peut aussi se dire ça. Et alors, après, j'ai Edith, donc ça, c'est une de mes collaboratrices, qui me demande pour les salariés qui ont eu l'usage de reporter des congés payés d'une année à l'autre, est-ce qu'il y a un impact sur la nouvelle loi? Ben non, parce que là, par exemple, pour l'instant, il va falloir maintenir l'usage. Donc là, ça veut dire que dans le cas d'Edith, il n'y avait même pas ce délai de 15 mois ou 18 mois dont on a pu voir dans certaines entreprises. Là, c'est vraiment l'idée qu'il y avait l'usage du report. Donc là, si on voulait arrêter cet usage, il faut dénoncer l'usage. Et alors, pour dénoncer l'usage, ça ne se fait pas en deux, parce qu'il faut écrire à tous les salariés concernés en précisant qu'on dénonce l'usage et il faut respecter un délai suffisant. Alors là, par exemple, sur un report d'une année sur l'autre, clairement, c'est trop court là pour mai 2024. Par contre, on pourrait le faire pour mai 2025, de dire à partir de mai 2025, on revient sur notre usage de reporter les congés d'une année sur l'autre, puisqu'on pourrait dire que maintenant, la loi a défini que c'était 15 mois et qu'on se calera dorénavant sur ce délai de 15 mois. Mais donc, vous m'avez bien entendu, pour dénoncer un usage, il faut écrire à tous les salariés de l'entreprise, concernés ou non concernés, pour dénoncer un usage. C'est comme ça, comment dire, qu'il faut procéder. Alors, est-il possible de placer les congés de report dans un CET, alors même que nous avons compris que les congés ne pouvaient pas être indemnisés? Oui, ça c'est le piège, Stéphanie, des comptes épargne-temps. Mais alors, pour avoir animé toute une formation pour le club social sur les congés et notamment le compte épargne-temps, en fait, il y a une petite astuce quand même sur le compte épargne-temps, c'est qu'il faut qu'on distingue l'origine des congés et pour pouvoir les payer. Et en fait, on ne peut payer les congés placés sur un compte épargne-temps que pour les congés qui relèvent donc de la 5e semaine des congés payés et les congés supplémentaires et donc les jours de repos. Donc, en fait, ça ne sera pas un moyen de court-circuiter le paiement parce que quand on a un compte épargne-temps, l'objectif, c'est quand même de prendre de nouveau en repos et c'est par exception qu'on peut valoriser des congés qu'on a placés monétiser, comme on dit, des congés qu'on a placés dans le compte épargne-temps. Et voilà, on en est arrivé à la dernière question. J'ai eu des merci et des au revoir, donc je suppose que vous êtes tous bien rincés, mais c'est bien, on a pu quand même prendre pas mal de questions. Alors, je me doute que pour suivre les cas pratiques sans avoir le support, c'était plus compliqué. Donc, comme dit, je vous remercie pour votre attention. Et puis là, vous avez mes coordonnées complètes si vous voulez réapprofondir l'un ou l'autre point. Mais alors, j'ai déjà des points en attente au niveau de mes collaborateurs et je prends congé jeudi et vendredi prochain. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous répondre à toutes vos questions, vos petits cas pratiques d'ici demain. Je sais d'ores et déjà que ce n'est pas possible parce que j'ai déjà des tickets avec mes collaborateurs. Donc, que les clients se rassurent, si vous faites partie des tickets avec les collaborateurs, on va pouvoir regarder vos cas pratiques puisque maintenant, toutes les règles sont claires pour nous. Donc, j'espère qu'elles sont claires pour vous.
Et puis, donc, je me réjouis de vous retrouver lors d'un prochain webinaire. J'ai déjà dans les tuyaux un prochain webinaire sur la nouvelle loi sur le partage de la valeur, puisque dans les entreprises de 11 salariés et plus, comme je l'ai indiqué lors de notre réunion loi de finances de début d'année, il va y avoir des choses à mettre en œuvre pour les entreprises qui clôturent au 31 décembre dès janvier 2025. Donc, ça sera le prochain thème du webinaire que j'animerai sur le partage de la valeur. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit et puis à très vite. Au revoir.